Honneur de vous retrouver sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 pour échanger autour de l'actualité. Et l'actualité, bien sûr, c'est cet accident, ce drame enregistré au niveau de la falaise de Tiang cette nuit, bien entendu. Plusieurs morts et plusieurs blessés. Il faut le rappeler, même si les chiffres ont tendance à tergiverser. Nous sommes à 5 morts environ et 25 blessés. Un accident de trop peut-être dans cette falaise de Tiang, puisque c'est pas le premier accident enregistré de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre un terme à ce drame meurtrier? On en parlera ce soir. On parlera également de trafic illicite de drogue. La journée consacrée à ce combat, c'est ce 26 juin et nous, on aura l'occasion de questionner les techniques et les méthodes implémentées au Cameroun pour endiguer ce mal qui n'a que trop causé de malaise au Cameroun. Voilà dans la vitrine de votre émission, le temps pour vous de vous installer confortablement et on va dire bonsoir à ceux de nos panélistes qui sont déjà présents. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez bien sûr vous connecter à l'ONU, n'hésitez surtout pas. On fait bon usage tout au long de cette émission. Je le réitère, le 237 c'est le 10 du Cameroun, pour ceux qui m'ont écrit en demandant si bien entendu ça ne concerne, non, ça concerne le monde entier. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment, vous pouvez bien entendu réagir soit via notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Vous pouvez également nous écrire par SMS ou par WhatsApp. N'oubliez pas, si vous êtes hors du Cameroun, d'utiliser l'indice 237. Voilà tout ce qu'il y a à faire. Et nous, de ce côté, on fera ce que nous pourrons pour rendre solennel vos réactions. Le code d'accès, vous l'avez. Nos invités en train de s'installer. Je rappelle aux uns et aux autres que, bien entendu, essayez de nous faire des very short messages parce qu'on a ce sérieux problème. Et puis, quand je ne pourrai pas lire beaucoup de messages, il y en a qui vont se plaindre. Faites vos messages un tout petit peu court, soyez précis et concis, ça va nous aider également à mieux vous accompagner. Sur ce, bonsoir Simon Metingui, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Vous serez la voix du RDPC encore ce soir, bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir particulier à nos millions de téléspectateurs, c'est pour moi un honneur d'être sur votre plateau ce soir. Et bien sûr, en face de vous, Sylvestre Lebel Niek, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Bienvenue, monsieur le maire. Madame, bonsoir. Je ne suis pas en face de Simon. Je suis juste à côté de vous. Et c'est pas moi aussi à côté de moi. Un peu loin de lui. Lorsque je l'ai dit. Bon, comme il n'y a pas le plan large pour vous départager, il faut faire que je dise que vous êtes en face de Simon. Bon, voilà. Non, ni au propre, ni au figuré, je suis en face de lui. Je veux dire que je vous remercie de m'avoir convié encore en fin d'après-midi à ce débat. Merci à ceux qui nous font l'amitié de nous suivre quand on a l'occasion d'expliquer ce que nous avons la prétention de connaître. Une fois dit, bien entendu, on va permettre aux autres invités de s'installer. Il paraît l'actualité nous fait un peu peur ces derniers temps. Qu'on a volé au cabinet civil. Donc on ne vole plus seulement dans les sociétés. On peut déjà voler la présidence, monsieur le maire. C'est vrai que je ne sais pas quelle est la différence entre voler et cambrioler. Ouais. Mais je pense qu'il y a une petite nuance entre voler et cambrioler. Donc on peut cambrioler et ne rien prendre? Oui. Et pourquoi on vient cambrioler alors? Mais le problème, c'est qu'on aurait cambriolé au cœur de l'État. Ça fait peur, ça? Oh, je ne sais pas si ça fait peur. Ça nous fait peur. On aurait cambriolé au cœur de l'État. Ouais. Parce que le palais de l'unité, c'est le cœur de l'État. Encore au cabinet du directeur du cabinet civil, qui est l'homme des dossiers réservés du chef de l'État. Lorsque je l'ai dit, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'on est cambriolé ou pas. C'est le message que les éventuels cambrioleurs veulent envoyer au peuple camerounais, mais également au chef de l'État. C'est quel message C'est la question que je pose. Est-ce qu'ils veulent nous dire qu'on peut cambrioler partout? Que personne n'est en sécurité? Est-ce que c'est le message qu'ils veulent nous passer? Mais tu as-tu dit que si l'information s'avère vraie, c'est quand même assez délicat. Maintenant, les informations qui nous parviennent, on dirait qu'on ne cherchait pas l'argent, on cherchait des documents. Alors, quels documents devraient ou pourraient se retrouver au cabinet du directeur du cabinet civil? Ce n'est que les documents relatifs parce qu'il s'occupe des affaires réservées chez l'État.
Donc, le chef d'État peut garder tout là-bas. Tout. Dans tout, on met ses trucs privés, ses trucs personnels. Mais également, comme c'est sa cuisine, il peut garder ce qu'il veut là-bas. Maintenant, qui chercherait quoi et pour faire quoi? Je pense pour ma part que les enquêtes qu'on a l'habitude de mener en dehors du palais vont être effectivement menées au palais, de manière que les responsables soient très rapidement, je peux dire, mis à découvert, de manière que ça sécurise le peuple. Comme vous savez, lorsqu'on a confié ces suffrages, même si moi je ne l'ai pas fait, à un homme qui est devenu une institution, qu'on ait cambriolé là où il est un signe qui est très grave. C'est très grave. Donc moi j'estime pour ma part que je me rappelle qu'on avait tué un soldat de la garde présidentielle dans un lieu de plaisir à Miniferme. On a retrouvé les tueurs, je crois, 2 ou 3 jours plus tard dans le Moune. Ce qui veut dire que le palais étant un endroit sécurisé, je pense que les caméras de surveillance devraient très vite révéler les identités des gens qui ont cambriolé. Au cas contraire, je pense qu'il faut qu'on questionne tout le monde, y compris celui dans le bureau duquel on a cambriolé. Mais Simon, est-ce qu'on peut cambrioler au palais? Ça fait quand même bizarre hein, d'entendre. Depuis, j'hésite quand même à mettre ce débat sur la table. Je me demande si on réussit quand même, avec toute la garde présidentielle, avec toute la sécurité qu'il y a et tout, on réussit à aller cambrioler dans le cabinet civil. Ça fait froid au dos quand même. Bon, est-ce que c'est pas un cambriolage interne? Bon, parce que comment on quitte de l'extérieur pour venir cambrioler? L'information n'est pas encore, ou du moins officielle, donc je préfère donc parler... on attend que le directeur de cabinet pleure un peu. Je préfère parler de spéculation, mais sauf que si cette histoire s'avère vraie, il faut se dire que ceux qui l'ont fait sont ni plus ni moins que des vendus. Parce que je ne vois pas... Des vendus comment? Je ne vois pas, ce serait des vendus ou des suicidaires. Parce qu'il faut se dire une chose, le palais est ultra sécurisé. Ah, c'est ça. Je dis ultra sécurisé, je ne vois pas. Quelqu'un venu de l'extérieur, sauf si on a pris, comme on dit souvent, on a pris le caillou, on s'est dit, bon, on n'a plus de tête et on fait quelque chose juste pour... Vous savez, parfois, on entre même d'abord comment? Il y a des personnes qui... C'est pas venant de l'extérieur, on fait comment? Oui, normalement, c'est-à-dire que quand vous êtes... moi je suis au palais. Est-ce qu'on peut n'importe qui ne peut pas entrer au palais? C'est ce que je voulais dire. Sans être d'abord on connaît le destinataire chez qui vous allez, on sait qui vous êtes et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un vendu. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut cambrioler sans qu'on ne sache qui c'est. Donc vraiment, ça doit être une affaire où ils savent entre eux. Je préfère parler pour le moment de spéculation. Les gens, peut-être que... Non, on aime spéculer de temps en temps comme ça, tu le sais. Et cette information nous fait un peu spéculer ce soir parce qu'on se demande, on ne se sent pas déjà très en sécurité dans le pays ces derniers temps avec les tensions partout. Et si notre caisse également n'est plus en sécurité... on doit dire que le temps est au carrefour. Je vois juste que, parce que quand je n'imagine pas. En fait, c'est difficile. Je n'imagine pas faire quelque chose de ce genre. Parce que. Tu n'imagines pas quelqu'un qui de l'extérieur et aller pénétrer. On vous dit que je vais aller en prison. Si je vais aller en prison maintenant. Comme personne ne veut aller en prison. Si je vais aller en prison maintenant, je demande qu'on m'invite au palais, je vais cambrioler. Ce qu'ils ont arrêté dans les heures qui suivent. Et Madame Gesseli, c'est clair. Il vous souvient que. Il est arrivé plusieurs fois que des documents estampillés confidentiels venant du palais, surtout dans les réseaux sociaux, non? Oui. Vous croyez que c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Là, c'était la fuite des documents. Ah bon, c'est la fuite des documents, puisqu'on cherchait, apparemment, on chercherait également les documents. Donc, ça veut dire qu'on serait plus tenté de penser que c'est un cabriolage interne. Je pense que cette histoire devrait être révélée au plus tôt, si on le veut, hein, parce qu'il n'est pas possible de partir de l'extérieur. C'est vrai que 80% des personnels du palais viennent de l'extérieur, il faut le dire également. Ils viennent de l'extérieur. Hein. Les gens ils vont travailler, rendre le soir. Mais je dis, il n'est pas possible d'échapper à toutes les caméras de surveillance. Ce n'est pas possible. Si on ne vous a pas vu en train de casser la porte, on vous a vu en train d'entrer ou en train de sortir. Donc dans tous les cas, ultra sécurisé. Je pense pour ma part que soit c'est une histoire pour nous distraire encore, mais comme il semble que c'est... Parce que je pense que ce n'est pas une affaire... C'était pour nous distraire. Non, je dis quelque chose. Ce n'est pas une histoire, on peut se taire.
C'est-à-dire, s'il arrive que quelqu'un me fasse le mensonge, il devrait démentir rapidement pour dire que c'est des histoires. Oui. Si on ne le fait pas, ça ressemble, à défaut de la vérité, à la réalité. Dans ces conditions-là, ça fait vraiment fort et on se demande. Moi, je vous dis encore, quel est le message qu'on veut passer? C'est-à-dire, même si quelqu'un arrivait à cambrioler sans rien prendre, il vous montre quand même qu'on peut arriver. On peut arriver. Hein? Et attention, on peut arriver jusqu'à vous. Voilà. Ne vous croyez pas très en sécurité dans ce palais. Tout à fait. Moi, je pense que c'est le message qu'on nous passe. Il est question que dans tous les cas, qu'on rende les enquêtes publiques ou pas, que ceux qui sont chargés de la sécurité du palais, des hommes et des biens, se remettent en question. Redouble d'efforts. Et que le président lui-même, qui a la preuve désormais, si cette information est vraie, hein, il a la preuve que lui-même n'est pas aussi en sécurité qu'il peut le penser. Dès lors qu'on peut casser le bureau du cabinet civil, que le président du cabinet civil, c'est un problème. On peut arriver à lui. Voilà. En tout cas, ça veut dire que le père ne cherche même plus à rester enfermé là-bas, mieux tu sors. Bonsoir Stéphane Zalindassi, vous êtes militant du MRC, vous êtes également syndicaliste, vous officiez un peu plus dans le secteur des transports au Cameroun. C'est un bonheur de vous accueillir, bienvenue. Merci Rosalie, merci aux copanélistes qui sont déjà sur le plateau. Je passe aussi un bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs qui sont actuellement en train de nous regarder. Et je sais qu'on aura une très belle émission ce soir. Ce cambriolage, ça te parle? Rosalie, vraiment, je suis, s'il faut parler de ça, je suis assez surpris du calme qui peut régner autour de cette information, oui, n'est-ce pas? Parce que la vérité, c'est que nous tous, nous connaissons quel est l'état de la sécurité de notre pays à l'heure actuelle. Vraiment qu'on ait réussi à cambrioler le bureau du directeur cabinet civil et qu'il y ait ce calme en haut, ça reste à questionner. Ça reste à questionner parce que la situation de sécurité de notre pays, si c'était réel, si c'était vrai, si ça venait en fait, on n'a pas envie d'y croire. Si ça venait de l'extérieur, vraiment, je crois que ce pays devait être en alerte. Je crois qu'il devait être en alerte. Bon. On espère. Mais on remarque le calme, la sérénité en haut et tout. Peut-être qu'on sait qui a cambriolé. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité, il y a un problème de cambriolage. On peut cambrioler alors que la sécurité est... Comment on fait qu'il n'y a pas de problème de sécurité, il y a un problème de cambriolage? Mais bien sûr. Donc, cambrioler sans mettre en insécurité. Bien sûr, si vos enfants cambriolent dans votre chambre, vous n'êtes pas pourtant en insécurité. On dit conseil, j'ai dit n'importe quoi. On doit pouvoir, mais bon, venir de l'extérieur, je ne crois pas qu'on devait être aussi calme. Donc vous avez l'impression que ça vient plus de l'intérieur. S'ils savaient que c'est vrai, si l'information est vérifiée, si elle est vraie, c'est que je pense que... Le cambrioleur est dans la maison. D'accord. En tout cas, nous on reste attentifs, on suit l'actualité. Est-ce que on finira par nous révéler qui est le cambrioleur? Déjà, il y a beaucoup de calme autour. Mais en attendant, nous on va parler d'accident de la circulation, cet autre drame enregistré au niveau de la falaise de Tiang. C'est pas la première fois. On se rappelle que en 2021, parce que c'est là où tout a démarré, on a eu quasiment trois accidents à ce niveau-là au cours de l'année 2021. En 2023, on en a eu en 2024, c'est le deuxième accident. On en a eu le premier en janvier. Et là, c'est bon, je ne sais pas si on va dire second ou deuxième, parce que est-ce que la liste va continuer? J'hésite un peu à employer l'expression. Je veux bien que ça s'arrête, hein, mais en même temps, est-ce qu'on va stopper la saignée? Pour cette fois, c'est un cas de transport qui avait 30 personnes à l'intérieur, 5 morts, 25 blessés. Aujourd'hui, en état pour certains très qui étant à l'hôpital. Peut-être on va revoir le chiffre des morts à la hausse dans les heures à venir. On se demande pourquoi rien n'est fait, Stéphane, jusqu'ici, pour sécuriser cette falaise de Tiang. Qu'est-ce qui empêche qu'on sécurise cette falaise? Rosalie, avant qu'on ne démarre, j'aimerais d'abord laisser un petit message, pour me permettre de laisser ce petit message-là, parce qu'il y a de cela, je dirais quelques mois, j'étais sur votre plateau toujours pour parler de sécurité routière. Et on a abordé certains aspects. Et il y a le représentant d'une institution qui a
cru voir que je mettais tout pour salir ou pour noircir son institution. Je lui ai garanti, et je lui garantis encore ce soir, que nul n'ait cette intention de salir ou de noircir quoi que ce soit. On vient juste dire la vérité aux téléspectateurs, au peuple camerounais. C'est tout ce qu'on fait. Si par mes mots, parce que j'ai dit, c'est senti ou craqué ou blessé, vraiment qu'il m'en excuse. Mais nous sommes tenus de dire la vérité, et c'est ce que nous essayons de faire au quotidien. Maintenant, pour revenir à ce dont vous parlez, je crois que dans votre question, la réponse y était déjà, vous allez vous demander pourquoi. Le gouvernement, le laxisme, nous tous voulons le laxisme du gouvernement, parce que tout le monde sait, ce n'est plus un secret pour quelqu'un, gouverner c'est prévoir. Il est inadmissible que nous, on est même dans le cas, nous sommes même déjà à l'intérieur, mais jusque-là, le gouvernement reste calme et tout. Vraiment, tout le monde se pose des questions. Se pose des questions, pourquoi est-ce que on ne prend pas des dispositions? Mais la réponse est claire, le gouvernement est laxiste. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire et qu'il ne fait pas, à votre avis, pour qu'on n'ait pas encore sécurisé la falaise de Tchang? Ou bien c'est aussi les chauffeurs qui peuvent être, puisque là on parle d'un problème de frein qui n'a pas tenu. Est-ce que ce n'est pas également ceux-là qui font dans le transport, qui sont à l'origine de ces accidents? Pourquoi le gouvernement direct, comme ça, le gouvernement ne fait pas ce qu'il devrait faire? Nous sommes d'accord à ce niveau, Ozali, que si la route était sécurisée déjà, les glissières de sécurité et tout le reste, il serait difficile pour le véhicule d'arriver dans le ravin. Parce que ça aurait été maintenu au moins sur la chaussée. Ça veut dire que les dégâts auraient été moindres. Les dégâts auraient été moindres. Donc, il est de bon ton que pour commencer, d'abord que le gouvernement commence à sécuriser correctement. Mais je vois quand même qu'il y a... Correctement, c'est comment? Correctement, c'est comment? Parce que là, on a en image le site. Correctement, c'est comment? Rosalie, si les glissières là étaient correctes, étaient bien mises, c'est que le véhicule ne peut pas arriver dans le ravin. Un peu plus haut, le rôle des glissières de sécurité, c'est quoi? C'est de maintenir le véhicule sur la chaussée en cas de dérapage. Ça, c'est le rôle des glissières de sécurité. D'accord. Maintenir le véhicule sur la chaussée en cas de dérapage. Donc, il n'y a pas de glissières pour vous? Il y a des glissières, mais est-ce que les glissières là sont conformes? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est mis de manière réglementaire? C'est l'autre question qu'il faudrait se poser. D'accord. Donc, pour vous, c'est le gouvernement qui n'a pas fait son boulot pour sécuriser. Ça, c'est un point. Ah non, j'ai cru que c'était tout. Non, ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Et c'est le point fondamental d'abord. C'est le point fondamental. L'autre point va arriver sur les chauffeurs. Nous sommes d'accord que ce sont les vacances. Et les patrons des agences de voyage, nous tous savons qu'on cette manie pendant les vacances de multiplier les déplacements des chauffeurs. Ça veut dire que le chauffeur fait plus de tours qu'il en a l'habitude. La fatigue aussi survient. Ça veut dire que le sommeil même peut être là. Maintenant, le véhicule travaille beaucoup plus et l'entretien du véhicule, on devrait savoir que l'entretien du véhicule est super important. Super important. Alors, surtout lorsqu'on a un véhicule qui fait ce genre d'axe-là. Normalement, après 2-3 voyages, les plaquettes de frein devaient être changées. Mais est-ce que c'est fait? Point d'interrogation. Est-ce que c'est fait? Point d'interrogation. Donc, les responsabilités sont partagées. Le gouvernement a la sienne. Les patrons des agences de voyage ont les leurs au niveau de l'entretien du véhicule. Et il y a la responsabilité du chauffeur qui lui aussi, lorsqu'il est fatigué, qu'il a peut-être fait plus de tours, doit pouvoir dire vraiment, je suis fatigué, je ne peux pas faire ce voyage. Je suis fatigué, Simon, je ne peux pas faire ce voyage. C'est un langage qu'on comprend facilement chez nous dans l'environnement professionnel. Parce que quand tu dis à ton patron que tu n'es pas dans la disposition de travailler, on a toujours l'impression que c'est un manque de respect, c'est un refus de travailler, c'est un challenge, d'autres parlent même de défis, ainsi de suite. Alors que tu as peut-être l'honnêteté de connaître ta limite, de savoir que là, à ce niveau, je peux pas franchir la limite et que je voudrais me préserver
préserver peut-être ceux que je transporte ou ceux qui m'entourent. Et de l'autre côté, il parle de l'État du Cameroun. On a mis des glissiers apparemment qui ne sont pas conventionnels. C'est ça, M. Zali, qui ne sont pas conventionnels et qui ne peuvent pas véritablement stopper une voiture en pleine vitesse ou bien en situation compliquée. Je dis Rosalie que... Non, je demande, c'est pour bloquer les voitures en pleine vitesse ou les voitures en situation compliquée. Lorsqu'un véhicule veut déraper, que ce soit en pleine vitesse, que ce soit à vitesse réduite, mais lorsqu'il veut déraper, la glissière de sécurité pour le maintenir le véhicule sur... Tu sais que si quelqu'un roule doucement, même s'il dérape là, il ne va pas s'envoler. On est d'accord quand même. Non, je pose juste la question comme ça en passant. Je me rappelle de mes quelques notions de conduite et je ne me rappelle pas quand même qu'on est capable de traverser une glissière comme ça si on roulait doucement. Et vous savez aussi que chez nous, lorsqu'il y a eu un accident, généralement, on ne revient pas faire l'entretien sur le lieu de l'accident. Ça veut dire que lorsqu'on a endommagé la glissière, il faut en principe revenir réparer ce qui n'est pas fait. Ah, ok. Dans les successions d'accidents, là, on n'a pas redressé. C'est une possibilité. Simon. Oui, Rosalie, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire des 5 compatriotes disparus. Ils ont quitté tous Bamenda lundi soir. Ils rentraient chez eux vers Douala, donc ils n'ont pas prévu mourir. Même le chauffeur en question n'a pas prévu faire cet accident. Mais vous savez, la machine a parfois déçu l'homme. Ce qu'il faut retenir ici. Parce que si on s'en tient au premier constat, on note bien que, évidemment, on parle d'un problème de freinage. Ouais. Donc, voyez-vous, vous pouvez faire tout ce que vous dites là, mais quand la voiture va se gâter, elle va se gâter. C'est-à-dire qu'il y a une part d'incertitude, ce qui fait que c'est pour ça qu'on parle d'accident. Ce n'est pas quelque chose qu'on a prévu, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Et ça arrive dans tous les pays du monde. Maintenant, la falaise est un endroit assez escarpé. C'est un endroit assez difficile. Et moi, quand je regarde un peu, ça c'est ma lecture personnelle, je me dis, il y avait 30 passagers. S'il était vraiment en toute vitesse et ainsi de suite, je crois que ça aurait pu être pire. Je me dis que c'est à la limite. Je voudrais dire que le chauffeur était prudent. Oui, peut-être que le chauffeur a été prudent, mais évidemment, la voiture, le frein, c'est le premier levier de sécurité qui a pu, cela est arrivé. Je crois que en attendant que les enquêtes s'achèvent, je pense que nous devons plus aujourd'hui réconforter et être aux côtés de ceux qui ont les 25 victimes, telles que vous le disiez à l'entame de l'émission, les 25 victimes qui sont à l'hôpital, je crois à l'hôpital de Sédecham. Je crois à l'hôpital annexe, l'hôpital central annexe de Tchang, je crois bien. Hôpital régional annexe, voilà, merci. De Tchang, et qu'ils retrouvent amplement leur santé. C'est de cela. Maintenant, l'État, vous savez, nous aujourd'hui, on veut accuser l'État de tout. C'est-à-dire que même quand ils font, on dit que non, il fallait que ce soit sophistiqué, ainsi de suite. Moi, j'ai souvent vu des films où c'est pas très bien, quand quelqu'un arrive à lui, il tape la glissière et après la voiture se retrouve de l'autre côté. Donc je crois qu'à ce niveau, il y a un minimum de sécurité qui fait que lorsque vous abordez cette pente avec un peu plus de sécurité, vous arrivez avec votre... Et d'ailleurs, c'est une route qui est pratiquée tout le temps. Donc, qui est pratiquée tout le temps. Mais elle est très dangereuse. Je voudrais dire que après, c'est la falaise. Oui. C'est la falaise. On a deux falaises, je crois, deux falaises comme ça. Il y a celle de Ngaoundéré et il y a celle de Tchang. Je crois que c'est des endroits où on devait demander aux chauffeurs d'être bien plus prudents. Peut-être aller modifier, je ne sais pas, les panneaux, parce que voilà notre problème qu'on a à ce niveau-là, les panneaux de signalisation. Je me dis que bon. Non, je pense que tel que les premières nouvelles qui arrivent font état de ce qu'il y avait une panne au niveau du système de freinage. Parce que même si on mettait ce qu'on appelle les doudanes et autres, ainsi de suite, je crois que ça aurait peut-être dû donner... Pourquoi on ne met pas, alors qu'on sait que c'est une zone accidentogène et qu'on ne finit pas une année sans avoir 2, 3, 4 accidents au même endroit? Pourquoi on ne décuple pas les moyens de sécurité? Il faut redoubler de vigilance au niveau comment dire, de l'entretien des véhicules. Moi, je crois que c'est peut-être à ce niveau-là. Parce que ici, sauf si on est vraiment un chauffeur et qu'on a pris quelque chose de trop,
on ne peut pas s'engager à vivre à l'allure sur une falaise, ainsi de suite. Je crois qu'on prend un minimum de sécurité. Mais ici, comme vous voyez, la plupart du temps, ce sont des problèmes inhérents à la voiture elle-même, à l'état de la voiture. Donc, je crois qu'il faut regarder les voitures qui pratiquent en plus, le transport. Oui, oui. Monsieur le maire, on regarde de quel côté pour stopper cette saignée, parce que ça fait quand même 4 années successives. Je ne parle pas des anciens accidents, je parle de ceux qui sont récurrents. 4 années successives où à la fin d'année, s'il faut faire le bilan, on a 2, 3, 4 accidents au même endroit. Je me dis que quand ça devient récurrent, il faut des mesures drastiques quand même pour limiter les dégâts. Là, on est qu'au mois de juin, c'est le 2e accident enregistré. Donc, je suis embêté, je ferai comme tout le monde, déjà m'incliner devant les dépouilles de ceux qui sont partis et donc souhaiter beaucoup de courage à ceux qui sont blessés, ont la chance d'être à l'hôpital et souhaiter que les responsables s'en occupent véritablement, qu'ils ne soient pas abandonnés là-bas. Mais lorsque je l'ai dit, dans ce genre d'accident, non, sur ce genre de route d'abord, c'est une route que tout le monde connaît, tous les chauffeurs qui font la ligne savent. Nous devons savoir que lorsqu'on aborde la route, nous devons la gérer. Moi, je suis allé à Ezeka le week-end passé. Je peux vous rassurer que même si vous avez quel genre de 4x4, vous rentrez, vous allez au garage. C'est-à-dire nos routes sont dans un état qui est déplorable, il faut le dire. C'est-à-dire que lorsque à la falaise, il n'est pas question d'aller à plus de 30 km/h, peut-être même 20. Et je dis, pour ceux qui pensent que les glissières peuvent retenir une voiture, ce n'est pas possible. Les glissières sont partie de la signalisation routière également. Ça veut dire que là-bas dedans, c'est pas bon. Vous devez ralentir au maximum. Si vous comptez sur la glissière, quand la voiture est là, vous ne vous en sortez jamais. Donc je pense qu'il faut voir. L'État est responsable parce qu'il est responsable de nous tous. Même si je mets dans ce studio, l'État est responsable. Mais en réalité, sans le dédouaner, il faut quand même reconnaître que les problèmes de freinage arrivent très rarement, brusquement. Très rarement. Nous avons quand même tous des voitures, peut-être pas des voitures qui transportent 30 personnes, mais lorsque vous avez un problème de freinage, vous le savez. Vous le ressentez d'ailleurs. Mais quelquefois, c'est comme, on dit, bon, j'ai ce problème, mais je vais voir ça quand je vais arriver. On prend la route. Donc moi je pense que là-dedans, il y a également un problème de corruption. À quoi servent les multiples visites techniques qui sont installées aujourd'hui partout? Si vous y allez, c'est quelque chose où, comme si vous avez la fraude partout, ça veut, vous pouvez ne pas avoir les pneus passer la visite technique. Vous pouvez ne pas avoir les pneus passer la visite technique. C'est-à-dire, quelquefois, on a le certificat de visite technique sans véritablement visite technique. Je pense qu'il faut de ce côté. Maintenant, les chauffeurs, je ne pense pas qu'il y ait un chauffeur dans le contexte actuel qui soit capable de dire à son patron que je ne travaille plus. C'est ça le souci. C'est-à-dire, lorsque vous dites, OK. Parce que les chauffeurs, nous avons l'impression que les chauffeurs, la chose qu'on peut changer très facilement. Il suffit de voir des agences de transport, soit de marchandises, là-bas c'est très grave. Il y a tous les chauffeurs assis qui attendent à la guérite. Si vous ne voulez pas travailler, on vous remplace immédiatement. Donc il suffit de continuer à sensibiliser. C'est ça qu'il faut faire. Sensibiliser au maximum que la falaise est par essence accidentogène, il faut le dire. Et que lorsqu'on est là-bas, il faut se rassurer de l'état de sa voiture. Deuxième chose, aller le plus lentement possible. Les routes escarpées, il y en a presque dans tous les pays du monde. On choisit. Et il faut dire que ce n'est pas la route qui vous gère. Vous connaissez la route. Vous la gérez. Mais si les gens continuent à penser qu'on va faire comme s'il n'y avait rien, parce qu'après on a un exutoire qui s'appelle le gouvernement, c'est trop facile. Je dis le gouvernement est responsable parce que c'est eux qui doivent assurer la sécurité des hommes et des biens dans tout le pays. Chaque fois qu'il y a un accident, ils sont responsables. Mais il faudrait donc cette fois-ci, parce que je ne veux pas dire quelque chose qui puisse choquer un peu. Lorsque vous avez des agences qu'on sanctionne et dont on lève les sanctions avant que les réserves qui ont été formulées n'aient véritablement été levées, il y a un problème. Cette agence, j'ai lu quelque part qu'elle s'appelle Mondial Voyage. Si vous voyez leur bus n'importe où, vous avez l'impression qu'on n'est plus au Cameroun. Donc je pense que cette fois-ci, le gouvernement en assurance doit donc savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à laisser circuler les voitures qui sont des mouroirs à cause de la pauvreté. Parce que c'est ça le problème. On va vous dire, les bus sont chers. On est dans le bus de 30 places parce que ça peut prendre 3 000 ou 7 000. Il faut faire un choix aujourd'hui.
Je pense qu'une agence de voyage, et ça j'ai mon ami Sonken qui le dit souvent, il y a des conditions pour créer une agence de voyage. Il faut arrêter la tolérance administrative qui consiste à laisser les gens faire comme ils veulent et se plaindre après. Non. Au lieu de suspendre ces gens, ils n'auraient même pu ne pas jamais rouler. Et même les policiers qui sont en route. Je rappelle que je disais les infractions de circulation, il y a quand même usage des pneus et machin. Vous ne pouvez pas. Si vous voyez cette voiture, moi j'ai pris le temps de zoomer, de regarder. Les pneus même laissent à désirer. Mais on sait d'abord qu'on doit enlever le pneu quand au Cameroun. Chaque pneu a sa durée de vie, c'est écrit sur le pneu. C'est écrit où? Sur le pneu. De quel côté? C'est écrit. Oh, de quel côté? Ça peut sensibiliser les Camerounais. Mais on met le pneu jusqu'à ce que tu ne vois plus les plisses dessus. Tu comprends que c'est fichu. Puisqu'on vend les pneus usés que d'autres ont jetés, on revend au Cameroun. Je le dis peut-être en souriant, mais la culture de changer les pneus, c'est encore le street. Je vous parle effectivement qu'il y a des pneus qu'on ne devrait même pas vendre. On va arrêter le soir par de drogue parce que c'est lié. Vous ne pouvez pas laisser vendre des pneus réchappés. Des pneus d'occasion usés. Parce que des pneus d'occasion qui sont acceptables. Mais quelquefois... Donc il y a les pneus quand même acceptables. Oui. Vous savez pourquoi? Tous les pneus qui sont sur le marché ne sont pas toujours d'occasion. Lorsqu'un pneu a 1 million dans un magasin, on le met dans les hors-séries, on peut le revendre. C'est les pneus d'occasion qui ne sont pas usés. Mais nous avons des pneus qu'on retrouve ici, quelquefois qui font peur. Donc je pense qu'il faut voir comment... Quand tu achètes un pneu, il paraît même plus vieux que ton pneu qui absolument. Absolument. De la voiture. Je vous dis, mais il y a des pneus qu'on loue. C'est-à-dire, les taximans louent les pneus. En fait, il a crevaison, il n'a pas de roue de secours. Il loue un pneu qui ne sert même plus à rien chez un vendeur de pneus. Il dit, bon, je reviens. Il paye 2000. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut avoir la main lourde au niveau de ça. Parce que dans tous les cas, c'est bien de laisser à un moment donné. Mais lorsqu'il y a un accident, ceux qui laissent sont tenus pour responsables. Donc je pense que si on applique véritablement la législation en matière de création d'agences de voyage, d'abord d'accès à la position de transporteur par voie, comment vous appelez ça, interurbain, si on applique ces conditions, beaucoup d'agences vont disparaître. Il vaut mieux qu'on ait véritablement 10 agences sérieuses que d'en avoir 20 et qui nous amènent à confondre tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on va dire tous les transporteurs sont comme ça. Lorsque mon frère parle, il ne vous dit pas que le responsable de l'agence est tel. Il vous dit les patrons de l'agence de voyage. Alors qu'il y en a parmi qui sont sérieux. Donc je dis, il vaut mieux élaguer vraiment. De manière qu'on ait des vitrines d'agences de voyage et rien d'autre qui fasse le transport. Jaranga, bonsoir. Vous êtes la voix du PCN sur ce plateau. Monsieur le maire demande d'élaguer les agences de voyage. C'est faisable? Pourquoi pas? Avec lui-même ce qu'il appelle la tolérance administrative qui nous permet de tout faire dans ce pays. On parle des pneus qu'on achète d'occasion, qui donnent le droit de vendre ces pneus usés aux Camerounais. Je vous rappelle qu'il y a une inspection au port lorsqu'on importe les pneus. Cette mission est corrompue elle-même. C'est tellement large que c'est partout. Tout à l'heure, vous disiez qu'on ne doit pas tirer seulement sur le gouvernement pour tirer. Mais vous êtes en train de donner des raisons de se retourner vers le gouvernement. Non, j'ai dit que le gouvernement est responsable. Vous avez dit qu'il est responsable parce que si vous-même vous mourrez sur mon plateau, on va les accuser. C'est comme pour dire qu'ils ne sont pour rien, mais comme ils sont le gouvernement. Vous ne pouvez pas laisser les gens boire les sachets. Non, vous laissez qu'on importe les sachets et vous croyez que les gens ne vont pas le boire. Il faut qu'on arrête de laisser les gens qui n'ont pas qualité faire le travail pour lequel ils ne sont pas agréés. D'accord. Première chose, les pneus usagés, il faut qu'on les inspecte normalement. Ce qui n'est pas utilisable, qu'on écarte. Les chauffeurs vous avez un chauffeur 70 ans, c'est normal. S'il voit encore. Si vous encore, vous voulez pas que j'arrête de conduire que je reste à 10 ans. Normalement, il y a dans l'argumentation des heures de travail même pour un chauffeur. Lorsque tu t'en dépasses. Parce que si on est largue, on va arriver à dire que le patron qui a laissé sa voiture entre les mains d'un chauffeur qui avait déjà fait 12 heures de travail doit être sanctionné. Mais vous allez voir qu'on va s'occuper du véhicule, du gouvernement, peut-être du chauffeur. Et le patron sera arrivé alors que c'est lui qui a autorisé. Par exemple, dans tous les cas, dans les agences de voyage, quand le bus démarre, il y a un homme qui doit dire bon pour partir. Il y a un homme. Alors, si vous laissez un car partir alors qu'il ne veut pas partir, on doit vous sanctionner. Mais on ne sanctionne pas. Vous savez pourquoi on ne sanctionne pas? Non. Parce qu'il y a des corps de métier que si vous attaquez, vous allez attaquer les communautés. Je dis ça brutalement comme ça. C'est-à-dire que vous voulez attaquer le transport, vous allez le trouver face à 2 ou 3 communautés.
On a l'impression que c'est comme ça que vous cherchez. Alors, si vous voulez... Non, c'est vrai. Ce sont les propriétaires de transport. Il faut, non, ils ont plus de prérequis dans ce domaine. Mais je pense que parmi eux, il y a des bons, il faut élaguer les mauvais. Géranga, votre regard, pourquoi on n'ait plus de morts dans la falaise de Tiang? Déjà, c'est une situation assez triste et regrettable. Je ne sais pas s'ils doivent reposer un peu, hein, parce que véritablement, de la manière dont ils sont partis, je ne sais pas vraiment s'ils reposent véritablement en paix. Toujours. Tu sais, nous on dit toujours reposer en paix. Hein. On dit oui, le choc véritablement, et ceux qui sont partis avec la manière, je ne sais pas vraiment s'ils reposent véritablement en paix. Donc, qu'est-ce qui repose en paix? En fait, les morts. Non. Le repos, c'est pour les âmes. Les âmes reposent toujours en paix. Les âmes, si véritablement leurs âmes peuvent véritablement reposer en paix. Si on va dans cette logique-là. Maintenant, cette situation, elle n'est pas... En fait, je crois que c'est la énième fois que ça se passe. Et cela soulève un problème d'infrastructure de manière générale. C'est un problème d'infrastructure. Et moi, je voudrais déjà respecter les conducteurs, les chauffeurs d'engins, des camions, des transporteurs pour le travail qu'ils abattent au quotidien. Parce qu'il faut respecter ces gens. Lorsque vous avez quelqu'un qui fait dans cette activité véritablement et qu'il revient sain et sauf le soir à la maison, vous devez prier. Parce que rouler dans nos routes, sur nos routes au Cameroun, véritablement, il faut être un stratège. Moi, je crois que ces gens sont des... Lorsque je vois ces chauffeurs... Des super hommes. Non, je leur donne le café. Il faut leur donner le café, comme on dit souvent. C'est des gars... C'est-à-dire, rouler sur nos routes au Cameroun, il faut être un expert. Je crois même qu'ils doivent tous déjà même passer... Apparemment, il y a une expertise particulière pour rouler au Cameroun. Oui, pour rouler au Cameroun. C'est-à-dire que ça soit en plein axe, que ça soit en pleine ville. Véritablement, lorsque vous réussissez à déplacer, c'est-à-dire votre voiture et que vous pouvez faire quelques courses, il faut vous tirer un coup de chapeau. Je crois qu'ils doivent même passer un test même pour la hernie. C'est-à-dire tous ces chauffeurs-là, on doit les obliger à passer. Parce que l'état de nos routes, qu'il faut plus tirer le chapeau, ils vont faire le test pour quoi? Non, mais puisque accepter rouler dans ces conditions, c'est-à-dire être en bonne santé et pouvoir sortir chaque jour, véritablement, il y a beaucoup de respect pour ces gens. Maintenant, vous parlez de cet accident. Lorsque j'ai vu cette route-là, elle est tellement déjà étroite. Le problème relève d'abord de l'étroitesse des routes. Et c'est pour ça que je dis, lorsque vous en prenez n'importe quelle nationale où il y a véritablement une fluidité. Je dis, il suffit d'aller un peu en à côté où vous pouvez véritablement faire commettre un accident. Donc moi je crois que le problème, la cause de cet accident déjà, c'est l'étroitesse des routes. Les routes sont tellement étroites qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Et là-bas, au niveau de la falaise, je vais vous dire également, il y a un problème au niveau de la réalisation de ces travaux. Il y a plusieurs accidents qui sont causés parce que à certains endroits, les travaux ont été mal réalisés. On a triché à certains endroits. Parce que tout est calculé au millimètre près. Au millimètre près, que ce soit la couche de bitume, que ce soit les virages, que ce soit les intersections, tout est calculé. Et à un moment donné, il y a certains accidents qui sont causés parce qu'à un moment donné, on a triché soit au sens giratoire, soit là où il y a le virage. Au niveau de la falaise là. Vous allez voir au niveau de la falaise. Pour négocier la falaise, il faut rouler plus à droite. Oui. J'ai constaté également. Si vous allez au sens inverse, il faut rouler plus à gauche. Alors, lorsque vous roulez plus à droite, il va falloir empiéter, disons, au besoin même, rouler même au milieu pour pouvoir négocier. Et là, il faut être un bon chauffeur. C'est pour ça que je rappelle que c'est l'étroitesse des routes, à un moment donné, qui cause parfois ces accidents au niveau de la falaise là. Parce que dans d'autres pays, c'est
une voie à sens unique, lorsque vous voyez, c'est tellement étroit. Et vous voyez au virage là où deux véhicules s'entrecroisent. C'est-à-dire, c'est à quelques radicalement. Donc, c'est-à-dire, le risque est tellement élevé, le risque d'accident est tellement élevé à ces endroits où, c'est des endroits où, à un moment donné, on doit effectuer des travaux en permanence pour pouvoir réduire au maximum. C'est-à-dire, voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est la courbe, c'est-à-dire la dénivellation qu'il faut revoir? Non, je dis, puisque c'est en plein virage, est-ce que ça a été bien négocié? Est-ce que l'angle a été respecté en fonction de la vitesse? Parce que vous avez parlé de la vitesse. Parce qu'on négocie également le virage en fonction de la vitesse. Lorsque vous avez un certain virage, vous savez que vous pouvez négocier tel ou tel virage. Et lorsque vous avez une certaine vitesse et que le virage ne vous permet pas automatiquement, vous serez ralentir. Vous serez hors de piste. Donc, non, pour ralentir. Il faut ralentir, mais je vous dis, à un moment donné, la route y est pour beaucoup. Lorsque la route est assez large, on peut facilement manœuvrer. Donc, moi, je crois que à ce niveau, il faut revoir, c'est-à-dire la largeur des routes. Ça joue beaucoup ça cause beaucoup d'accidents. Maintenant, l'autre souci, c'est-à-dire on privilégie beaucoup plus le voyage par route, alors qu'au Cameroun, il y a beaucoup de moyens de transport. Lesquels? C'est-à-dire il y a le train. Non, moi je prends de manière globale. Non, je ne parle pas de train. Il y a le train. Ah bon? Qu'on peut également développer. Parce que lorsque moi je viens de la nationale numéro 10, moi j'ai laissé un accident après un Colméan. Il n'y a pas la falaise là-bas. C'est dû à l'étroitesse des routes. Comme je suis en train de vous parler, il y a un gros porteur qui a pratiquement broyé un petit taxi. Donc, c'est un problème global. Il ne faut pas qu'on se focalise sur le cas de Tchang. Parce que demain, il y aura des morts. Après-demain, il y aura des accidents. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut voir le problème de manière globale. Et donc, c'est le problème d'infrastructure. De manière globale, il faut revoir la qualité d'infrastructure. C'est ça qui pose beaucoup. Donc, pour vous, 80% du problème, ce sont les infrastructures. Oui, qui sont désuètes. Maintenant, il faut également voir l'état des véhicules. Parce que quelle est la qualité des véhicules qu'on importe au Cameroun? Je crois que c'est les 4e, les 5e qu'on nous... C'est-à-dire c'est la poubelle qu'on vient... Ça ne vous impose pas les voitures. Il faut le dire. Chacun de nous achète la voiture. Mais c'est accepté. C'est accepté, non? C'est autre chose. Voilà, c'est pour ça que je dis, on n'impose pas, mais c'est accepté. À partir du moment où on cherche la poubelle là. Non, véritablement, c'est ça qui crée dans mon problème également. Vous demandez à l'autre, qu'est-ce que vous acceptez qu'il mange de poison? Mais à partir du moment où on accepte déjà, ça veut dire que c'est permis, n'importe qui peut aller payer. Si c'était interdit, personne n'aurait le courage d'aller prendre cette poubelle, sachant qu'on allait broyer cette ferraille. Donc, également, la qualité des véhicules qu'on importe, il est pour beaucoup également. Donc, moi, je crois qu'il faut revoir ce problème. Également, l'incivisme également des chauffeurs. Oui. Déjà, il faut tirer le chapeau. Non, je dis, de manière globale, il ne faut pas condamner ces gens. Parce que chaque jour, des milliers de Camerounais se déplacent. Ce sont ces gens, c'est-à-dire à leur risque et péril, qui font ce boulot. C'est comme on ne va pas également refuser de dire qu'il y a des à l'intérieur, il y a des gens voilà, qui estiment donc que pour faire certains trajets, ils doivent se doper, ils doivent prendre certaines substances, ils doivent faire. Mais ceux-là doivent également être sanctionnés. Bien sanctionnés parce qu'ils permettent non seulement des agences et des autres et le corps de métier. Donc on ne peut pas dire que d'emblée tout le monde est expert. Donc tout le monde, il y a une responsabilité collective sur cet accident. Voilà. Donc, si je comprends bien, la route, bon, parlant de route, vraiment, moi je suis fatigué d'appeler Ngadoum Messi sur ce plateau aussi, hein, parce qu'apparemment, je le dis tous les jours et ça ne change pas grand-chose. Je vais encore dire une dernière fois, monsieur le ministre. Des visites techniques également. Moi, monsieur le maire, est-ce que véritablement, lorsque vous rentrez, vous allez dire, allez quitter de Macaque et revenir,
si une agence, une agence fait ce trajet macaque, Yaoundé, est-ce que véritablement on peut exiger une visite technique à cet agent? Vous voulez que je vous réponde? Je dis par rapport à l'état de route. Lorsque vous voyez les OPEP qui transportent les marchandises et qu'on exige une visite technique, sachant que dans les brousses, il n'y a ni route, c'est-à-dire on se bat. À ton avis, les voitures qui ont ce trajet-là ne méritent pas faire la visite technique? Dans les visites techniques sont imposées là où les infrastructures sont bien réalisées. Ce n'est pas vrai. Oui, parce que vous ne pouvez pas. Je dis, les OPEP qui transportent les marchandises dans votre village, il fait, c'est-à-dire, vous voyez, je ne sais pas comment ils se démènent à transporter. Vous allez demander quelle visite technique à ces OPEP. Oui, pour qu'il en fasse quoi de ça? Non, c'est que tu ne sais pas. Encore de roues. Vous avez parlé de roues également. Tu ne sais pas ce que c'est. Technique et péage. Non, je dis, moi, en fait, si je comprends ce qu'il veut dire pour que tout le monde comprenne également. Il a envie de dire que, vous n'avez pas donné les routes aux gens, ça veut dire que quelqu'un prend sa voiture, il part rouler là où c'est cabossé. Donc, d'office, il sera tous les jours au garage. Et vous allez lui demander en plus d'aller faire chaque fois la visite technique, c'est que vous allez le ruiner, alors que le problème de fond, c'est la route. Effectivement. Voilà. J'ai très bien compris. Le problème de pneus, je vais vous dire également que le Cameroun, je crois que l'un des pays les premiers producteurs même de caoutchouc. Non, c'est pas vrai. Il y a les îles il y a Sudcam. Regardez-vous ça. Non, je dis à l'Afrique, le Cameroun est le premier producteur de caoutchouc. Qui vous a dit ça? Alors, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le caoutchouc lui-même. Non, il faut arrêter ça. En tout cas, c'est le VA qui produit le caoutchouc. Non, on produit, mais on n'est même pas. Maintenant, vous pouvez donc transformer cela pour fabriquer les roues. Les roues. On peut capitaliser cela. Tout est exporté. Tout est exporté. Mais on se retrouve donc à prendre cette poubelle que non, je veux pas. Il faut donner j'ai dit le gouvernement. C'est lui qui va fabriquer les pneus. Bien sûr, vous ne pouvez pas créer des plantations et ne pas créer des usines de transformation de ces transformés et décider d'exporter tout. Hein? Et vous vous plaignez de l'état des roues que vous allez-y. Je vais dire une chose. Je pense qu'il faut qu'on ait quand même ce qu'on appelle des cadrages. Premièrement, nous sommes des hommes politiques et nous ne pouvons pas prêcher par l'anarchie. L'anarchie, c'est quoi? C'est que la visite technique est un certificat de santé d'une voiture. Habilité à rouler, à porter des vies ou pas. C'est ça une des questions. C'est-à-dire qu'elle a été mise en place par la législation pour véritablement, pour véritablement essayer au maximum de connaître l'état de santé des engins qui transportent des vies humaines. C'est tout à fait normal. Comment vous pouvez dire que parce que vous allez dans une brousse où il y a des routes, des pistes rurales. Les pistes rurales sont des routes. Eh oui. Vous parlez des pistes? Oui, c'est des pistes rurales. Pourquoi est-ce que vous pensez que dans les arrondissements, les communes rurales, il y a un certain nombre de pistes que l'État aménage pour permettre la circulation des voitures. Et ces voitures-là doivent être bonnes pour que les populations qui les utilisent soient de moins en moins en danger. Vous allez donc vérifier. Sauf si dans vos 5 mairies, là, vous dites que pas de visite technique. Parce que je me suis rendu compte. Allez voir l'état de ces pistes-là. C'est ça que les questions. Allez voir l'état de ces pistes. Mais il faut dire ici que quand on regarde bien dans l'architecture des accidents, 80% des causes sont des causes humaines. Près de 20% sont des causes liées à la route et à tout ce qu'on peut, les feux de signalisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour le cas présent, le cas de la falaise, il nous a été dit jusqu'ici que c'était une panne de freinage, du système de freinage. Et donc, la voiture était en incapacité, même le chauffeur était en incapacité de tenir, ou du moins de continuer à conduire la voiture. Et donc, évidemment, c'est aussi dire que l'État doit renforcer systématiquement la vigilance au niveau des agents de voyage qui transportent les passagers. Et moi, je pense que depuis quelque temps, je vois le ministère des Transports. Le ministère des Transports
travailler davantage avec un certain nombre d'agences de voyage qui ont modernisé leur façon de faire. Lesquelles? Non, je ne veux pas les citer ici. Moi, je te permets, parce que moi, on fait partie là-bas. Non, pour ne pas faire. On voyage. Je ne suis pas seulement deux agences que le ministère des Transports a modernisé. Non, je n'ai pas dit à moderniser. Travaille avec. Oui, c'est moi deux agences. Ça peut sauver quelqu'un. Non, je ne veux pas faire la publicité. Mais c'est moi qui te demande de dire que tu je ne suis pas un agent publicitaire. Okay. C'est pour ça que j'ai. Mais tu dis quand même que le ministre. Oui, des informations fiables et vérifiées font état de ce que plusieurs agences de voyage ont été modernisées pendant un bon bout de temps parce que à coup de sanctions, en coup d'accompagnement, beaucoup d'agences de voyage qui étaient jusque-là en marge ont pu trouver. On a un socle aujourd'hui acceptable. Maintenant, il y a d'autres, évidemment, où ce ministère doit davantage mettre de l'accent là-dessus. Ça, c'est pour le cas du gouvernement. Maintenant, les syndicats des transporteurs. Parce que de prime abord, on est dans la logique parfois de mettre ces gens de côté. Or, c'est un acteur essentiel dans ce domaine d'activité. Pour deux raisons. La première raison, c'est l'utilisation abusive des chauffeurs. Et justement, qui est-ce qui va défendre le chauffeur? C'est son syndicat qui doit pouvoir, parce que la plupart du temps, comme monsieur le maire disait, quelqu'un est à la guérite pour attendre que si l'autre dit qu'il est fatigué, on dit bon, ok, tu n'es plus là. Qui est-ce qui va faire ce travail? Il me semble que c'est le syndicat. Pas seulement le syndicat. Non, c'est d'abord le syndicat. Parce que d'abord peut-être, mais pas seulement. Le rôle du syndicat, c'est la protection. Le syndicat n'a aucun moyen coercitif. Si le syndicat n'en a pas, le syndicat est un maillon essentiel dans la protection. Nous sommes d'accord, mais le syndicat se plaint même que l'État ne les mêle pas. Non, il ne les mêle pas à quel moment. Parce que les syndicats, la plupart du temps, aujourd'hui, veulent toujours, en fait, quand il y a un accident, vous allez les voir s'agiter, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il ne faut pas un travail en amont. Le travail en amont, c'est quoi? C'est que les chauffeurs sont abandonnés à eux-mêmes. La preuve, on leur dit qu'il y a des primes. On vous donne un salaire de 5 000 francs CFA. On vous dit qu'il y a des primes par voyage de 15 000. La personne est obligée de se torturer pour faire peut-être 10 voyages qu'il n'est pas en fait que 4 ou 5. Ça, c'est le rôle du syndicat de normaliser tout cela et d'appeler donc l'État de lui donner, ou du moins de mettre des moyens coercitifs. J'ai une question à ce niveau-là, parce que ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Donc, c'est le rôle du syndicat d'arranger le salaire des chauffeurs là. Non, pour qu'ils soient confortables. Je suis en train de dire ceci. Chaque métier. Chaque métier. C'est le syndicat. Attendez. Chaque métier a ce qu'on appelle une convention collective. J'ai compris. Et donc de ce fait, celui-là qui protège les intérêts du chauffeur, c'est son syndicat. Donc je suis bien avec toi. Je comprends bien. C'est le syndicat des transporteurs là qui doit se battre pour qu'ils aient de bons salaires. Pour que leurs droits ne soient pas biaisés. Voilà. Le syndicat des travailleurs s'est battu pour qu'on ait un SMIC à 100 000 et puis l'État a amené à 60 000. Sauf que ce n'est non, puisque le syndicat s'est battu. Attendez, sauf que pour qu'on mette à 100 000 pour défendre le patronat était d'accord à 100 000. Non, le patronat justement, là-bas on va signer. Le rôle de l'État, c'est quoi? C'est la régulation. Ici, c'est le patronat, jusqu'ici, qui a toujours freiné les 4 fers. C'est connu de tous. Voilà un membre du patronat. Pourquoi est-ce que l'État serait contre le fait qu'on normande le SMIC, étant donné que c'est le patronat qui octroie les salaires aux travailleurs. Pourquoi? Je vais t'expliquer. C'est dans l'ambiguïté là. Pourquoi est-ce que tu entres dans une pente compliquée? En tout cas, c'est un débat. Le salaire des chauffeurs là, le syndicat n'y peut rien. Ici, non. Donc l'État contrôle les travailleurs. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a 3 acteurs qui régulent ce secteur. Il y a les promoteurs de ces agences qui sont du patronat. Il y a les syndicats qui représentent les intérêts des travailleurs et il y a l'État qui est le régulateur. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'ils sont là, ils sont comme transparents. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'État leur donne le droit de poser ces problèmes afin que les chauffeurs soient en sécurité. Bon, Rosalie, moi je ne vais pas m'engouffrer dans cette histoire-là parce que je pense que c'est du passé. Tout le monde sait que lorsqu'on négociait,
les syndicats et les partenaires sont tombés d'accord sur un SMIC d'à 100 000 francs. C'est parce que l'État estimait qu'il n'y a pas que les employés du privé, parce que qui ont droit au SMIC, il faut le dire. C'est pour ça qu'ils ont fait leur jeu d'équilibre, il faut le dire. Mais c'est pas ça, le débat est sur le transport. Moi, ce que je veux dire, c'est que le Cameroun a un problème d'infrastructure routière. C'est constant, c'est connu. Mais moi, j'ai tout l'habitude. Lorsque vous savez que vous allez rouler sur une route de 3 mètres et demi, parce que les routes, généralement, sur le plan technique, la plupart des routes, c'est 7 mètres et demi, plus d'accotement de 1 mètre. C'est ça le principe. Cette route obéit à ces normes-là. Le sachant donc, lorsque tu empruntes la route, tu m'imagines de la route des États-Unis, tu roules sur la route de la falaise. Du Cameroun. Du Cameroun que tu connais d'avance. Il faut la gérer. Donc du coup, tu t'adaptes. Parce que si nous disons que c'est quand on voit les routes qui ressemblent aux routes américaines qu'on va rouler, on va d'abord nous tous garer. Je vous ai dit que Ezeka, c'est 35, on y passe sur du 3 heures. Et on gère la route là. Parce qu'on ne roule pas. Pendant qu'on répète de faire des routes, on doit rouler. Et c'est pour ça que je dis, il faut être prudent. Donc en attendant le rêve que nous avons tous d'avoir des routes qui soient de 20 mètres qui annulent pas le monde, je rappelle qu'il n'y a pas de 20 mètres, sur le plan technique, il n'y en a pas. Personne n'a demandé une route de 20 mètres. Nous demandons que l'État fasse son travail, mais pendant qu'il fait son travail ou pas, nous devons préserver nos vies. Parce que sinon, même la Bible dit, tu ne vas pas rester sous un arbre qui veut tomber sur toi en pipant le bon Dieu. L'État a failli en matière d'infrastructure routière. Nous sommes d'accord là-dessus. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que nous on fait en tant qu'humains? Est-ce qu'on se suicide? Non. Vous devez, lorsque vous êtes un chauffeur, la falaise est à tout le monde sait comment rouler la falaise. On va doucement, 20, 30 à l'heure. Un problème de frein est un problème mécanique. Vous ne pouvez pas avoir un problème de frein et accuser quelqu'un d'autre que le frein. Maintenant, je vous dis les visites techniques. La visite technique a la capacité de mesurer la durée de vos pneus. C'est-à-dire, lorsque vous venez à la visite technique, on peut, il y a des techniques pour savoir. Hein. La machine jauge que ce pneu-ci ne peut même plus faire 10 jours. Et on vous le dit. Mais généralement, nous ne faisons pas les visites techniques. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la carte grise. Au lieu de 9 000 ou 10 000, on envoie 15 000 et on vient nous donner les trucs au quartier. On rentre chez nous. J'ai vu, ce n'est pas des choses que je vis tous les jours. C'est plus possible aujourd'hui. C'est possible. C'est plus possible. Ouh là là. Sinon, ces voitures qui roulent avec les visites techniques et qui n'ont pas de pneus, ça se passe pas. Non, aujourd'hui, c'est plus possible. Pour faire la visite technique, sur le certificat de visite technique, il y a la photo du véhicule. C'est ça qui est difficile. Laissez-moi finir. C'est ça qui est difficile. Je dis aujourd'hui, honnêtement, aujourd'hui, c'est plus possible. Si. Avant, oui. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Bon, qu'est-ce qui prend la photo là? C'est pas l'appareil photo, c'est une machine particulière qui prend la photo. Directement au lieu de la visite technique. Un peu comme quand on prend les photos pour la carte. Nous connaissons au moins. Non, écoutez. Nous connaissons au moins la France. Attendez, comment on prend la photo de la carte d'identité? Je vous explique. C'est pas comment on prend la photo. Je vous explique. Lorsque vous êtes. Là, on teste les pneus, hein. Là, on teste les pneus. On peut bien tester et trouver que ce n'est pas bon. Vous le savez, non? Et vous passez comme ça. Je suis d'accord. Mais c'est ce que vous dites. Je suis d'accord. Mais ne me dites pas que au quartier. Et ça, c'était avant. C'est plus possible. Mais le véhicule quand même après, il colonne tous les jours. Ça change. C'est différent. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut qu'on apprenne à élaguer. Les transporteurs sont des transporteurs. Ceux qui ne le sont pas doivent faire autre chose. Généralement, hein, vous prenez une agence de voyage qui n'en est pas une. Même l'assurance vous couvre. Imaginez, Madame Gessler, que vous avez votre assurance vie. Un accident dans une voiture qui n'est pas agréée à faire le transport, vous n'êtes plus couvert. Une personne imagine ça. Donc c'est plus sérieux que ce qu'on nous dit. Il faut qu'on se protège. C'est-à-dire, dans un pays à risque comme le Cameroun, où on a des problèmes de route, on a des problèmes de corruption, lorsque tu es au volant d'une voiture, à défaut de penser aux passagers, pense à tes enfants, toi le chauffeur. C'est un problème. Mais je vous dis, généralement, ce qui se passe, c'est comme un type qui part de Maca qui vient à Yaoundé. Il sait bien que son pneu là est déjà bombé. Mais il dit, bon, je vais le changer à Yaoundé. Quand il arrive à Yaoundé, on l'a chargé. Il dit, bon, quand je vais revenir demain, je vais le changer. Et malheureusement, le meurtre arrive. Donc, au-delà de repousser, une prise de conscience, il faut sensibiliser que le chauffeur qui prend la route doit d'abord protéger sa propre vie. Ouais. Mais il a l'impression que c'est le patron, et c'est le passager. Et dans ces conditions, on ne va pas arrêter parce que dans tous les cas, ce n'est pas demain qu'on va avoir la route que nous attendons. Ce n'est pas demain. Je rappelle que pour la route de la falaise, vous n'imaginez pas les travaux.
Il n'y a aucune falaise où on a fait des trous trop larges. C'est un travail énormissime. Le peu qu'on a là, il faut le sécuriser. Maintenant, il disait quelque chose tout à l'heure que si les glaciers ne donnent pas, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Mais je vous rappelle également que chaque fois que vous mettez le béton lourd comme glissière, le premier accident du site meurt. C'est ça également. Hein, c'est comme les gens, il faut qu'on fasse attention sur le plan technique. Si vous mettez les murs en béton, c'est encore plus grave que les simples glissières. Il peut choquer dessus. Non, dès que vous tombez dessus, vous êtes mort. Le problème, c'est que je dis, il faut qu'on gère nos routes. Madame Gesseli, lorsque vous allez à Bruxelles... Une conduite adaptée au Cameroun. Nous ne pouvons pas revendiquer un code électoral adapté au Cameroun, pour adapter au Cameroun, c'est le gouvernement adapté au Cameroun, et estimer que nos voitures vont rouler comme si on était en France. D'accord. Créons donc notre code de la route au Cameroun. On va aussi créer notre code. Non, on crée donc d'abord notre propre code du Et par exemple, ça fait quoi? J'ai deux interrogations, deux manières. Là, je vais parler de manière profane concernant la falaise de Tchang. Vous savez, je prends un exemple là. Il y a quelques temps, on passait au niveau de la pharmacie du stade là. Derrière la pharmacie du stade Omnisport, là, la route de derrière. Oh, on a déjà réparé. J'en viens. La descente là, tout le monde avait peur de cette descente à l'époque. Oui, c'est vrai. Et tout le monde parlait parce qu'elle était brute, elle était sauvage. Elle a baissé parce que... Mais au jour d'aujourd'hui, je vous assure, elle ne fait plus peur à personne. On a fait la route, tout le monde est d'accord qu'on a cassé complètement. Oui. Complètement, elle ne fait plus peur à personne. Mais rien à voir avec la falaise. Alors, Rien à voir c'est pour ça que j'ai dit de manière profane. Rien à voir. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un technicien. La falaise, ça se C'est voit. pour ça que je renvoie à cette question, à cette falaise-là. Est-ce que On ne peut pas y les faire des études travaux. techniques, des travaux ne peuvent pas... Il dit que ça sera coûteux aussi. Coûteux plus que quoi, plus que ce qu'on fait tous les jours. Mince. Vous imaginez? La falaise. À ce niveau, on peut faire. Non, mon frère. La falaise, c'est une dépression. Si vous prenez la route qui va à Maïmen, dans le sud-ouest, au fond là-bas, c'est ce qu'on a fait. On a fait des viaducs pour contourner les côtes. On a deux côtes. Quand on ne peut pas les attaquer de front, on fait un grand viaduc qui est également accidentogène. Et là-bas, on va doucement. Vous avez des viaducs de 80 mètres de profondeur. Lorsque vous prenez la route, la voie ferrée entre Ezeka et Makak, nous qui sommes nés là-dedans, il y a des viaducs de 60 mètres de profondeur. Il y en a. Et à ce niveau, le train roule doucement. Il n'y a pas de façon de faire. Donc j'ai dit, au-delà des reproches qu'on peut faire aux uns aux autres, protégeons nos frères. Vous ne pouvez pas imaginer que je roule comme si j'étais un fou. Non. Le frein, c'est un accident. Mais nous devons considérer, nous patrons, que lorsque vous avez un véhicule, tâchez à vérifier les freins. Parce que j'ai dit, aucun frein, sauf quand la plaquette lâche. Là, c'est vraiment grave. Mais les plaquettes finissent en vous signalant. Ça commence à signaler au tableau, et puis ça sent, et puis ça fait fiou pour suivre quand même. Et ça met une quinzaine de jours. Mais généralement, nous sommes laxistes nous-mêmes. Ça veut dire que quand ça va, tu dis, bon, je vais faire ça demain. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on se protège. On est d'accord qu'on n'a pas les bonnes routes, on a les chauffeurs qui sont comme ils sont, mais lorsque tu as ta voiture, gère la route. Parce qu'elle ne te gère pas. Hein. Comme tu disais, la route ne tue pas. Mais c'est nous qui tuons. Mais aussi, alors, on peut demander au moins au gouvernement. Nous demandons ça tous les jours. Ce qu'ils peuvent nous donner au moins. Ils peuvent au moins contrôler le nombre de voyages par chauffeur. Ça, au moins, ils ont la capacité. Ça, au moins, ils ont la capacité. Qui mettent près, qui fassent ça, au moins, ils ont la capacité. Un chauffeur ne peut pas faire plus de 2 voyages par Ça, c'est le dirigisme. Et c'est là. Non, ça, c'est le dirigisme. Est-ce qu'ils n'ont pas la capacité de dire un chauffeur? C'est le rôle du syndicat de le faire. Ça, c'est le rôle du syndicat. Est-ce que on ne peut pas dire un chauffeur ne peut pas faire plus de 2? Oui, c'est le rôle du syndicat. Le syndicat protège. Je suis d'accord. Attendez. On peut pas faire le contrôle. Non. Je vais vous poser une question autrement. Hein. Oui. Vous avez une femme de ménage chez vous? Oui. Que dit la loi? Répondez-moi sincèrement. Est-ce qu'elle a fait la CNPS, votre femme de ménage? Non. Ok. Qui doit venir le faire à votre place? C'est le gendarme? Non. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser. Nous sommes d'accord que dans un pays, les lois ne suffisent pas. On a la preuve. On peut avoir les lois, mais si nous-mêmes, on ne fait pas un effort. Je vous ai pris un cas simple. Hein. Nous avons des femmes de ménage. Pour la plupart, je ne suis pas sûr que la femme de ménage... Parce que nous, on est d'abord affiliés avant d'aller voilà.
Les gens sont dans les sociétés, 5 personnes sont pas affiliées. Mais ils vont aller affilier. On a trouvé pratiquement impossible dans le contexte camerounais qu'un chauffeur dise à son patron que vraiment. J'ai décrit les faits, j'ai décrit. Maintenant alors, Mais qu'il a ce maintenant, sachant donc que un chauffeur, c'est difficile de dire ça à son patron. Qu'est-ce que le gouvernement peut prendre comme mesure par rapport à ça? Le gouvernement peut dire ok, un chauffeur ne fait pas plus de 2 voyages par jour. Il fait quoi pour contrôler ça? Le moins. On sait que le chauffeur est déjà passé une fois. Monsieur Zali, il ne peut pas passer une deuxième fois. Si lui, peut-être qu'il a pris une autre route. Mais sur la même route là. Monsieur Zali, dans ce produit, c'est possible. Monsieur Zali, c'est l'idéal. Moi, je comprends ça. C'est très facile. Nous avons un expert sur le plateau. Monsieur Zali, vous êtes syndicaliste, non? Oui. Quel est votre... Qu'est-ce que vous faites pour sécuriser les chauffeurs? Pardon, laissez-moi lire le message. Moi, mais tu m'étais posé une seule question ici. Tu as pris, excusez-moi, tu as pris le Songo. C'est pas que M. Simon nous renvoie. Il y a ce qu'on appelle dans les entreprises quoi, le... Responsabilité sociétale. Non, ce qui le personnel, les délégués du personnel. Oui. Vraiment, il ne faut pas qu'on mélange les délégués du personnel et les syndicalistes. Non. Vraiment. Pourquoi il le dit? Il ne faudrait pas qu'on mélange les délégués du personnel et les syndicalistes. Le syndicaliste n'est pas employé au sein de l'entreprise. Qui l'a dit? Au sein de la compagnie. Il peut aussi. Il est représenté à la base par Il peut aussi. Il peut. Mais je dis qu'à la base, il n'est pas employé et tout ça. Mais il peut. Tous les employés du secteur de transport sont les syndiqués, non? L'adhésion syndicale est libre. Mais ceux qui le sont, comment vous faites dire que ceux qui le sont, comment vous faites pour ceux qui défendent les intérêts directs de l'emploi, des employés dans la... Ça veut dire que ce sont les délégués du personnel. Et non les syndicalistes. Non, le syndicat. Il y a un mouvement. Le syndicat. Au sein de l'entreprise, il y a des mouvements d'humeur. Ça ne va pas que les syndicalistes peuvent dire que hey, là, le secteur, les transporteurs sont frustrés, sont lésés par rapport à telle chose. Mais s'il n'y a pas un directeur qui remarque, ça veut donc dire en fait, on fait grève aujourd'hui, il faudrait même que ce soit parce que vous attendez. Bon. Il faudrait qu'il y ait une grève, un mouvement d'humeur. Il faudrait que ce soit le général. Le syndicat est censé se réunir avec ses membres. Hein, les écouter par rapport à leurs différentes frustrations. Non, ça c'est le film. Moi j'ai dit, c'est on va tourner en rond, moi j'ai besoin d'avancer dans mon émission. Non, il n'y a même pas moyen de rejeter. On ne peut pas rejeter. Laissez. Au syndicat. Laissez. Moi j'ai dit une seule chose. Personne l'a dit. Non, c'est ce que Simon essaie de faire. Oui, c'est ce qu'il faut depuis que c'est les syndicats qui sont responsables de l'accident. Simon ne peut pas dire ça. Je n'ai pas dit ça. Oui. Je dis que les syndicats doivent continuer de protéger leurs syndicats. Sensibiliser. Passer les moyens. Non. Pas tous les. Ils peuvent manquer de procédure judiciaire pour. Oui. Simon. La procédure judiciaire. Attendez, les syndicats, on s'en donne là. Vraiment. Les gens ont un respect. Oui, bien sûr. Ça va le site? Non, de garder un acteur important. Bonsoir le grand soir. On voit souvent quelque chose venir de loin, on ne dit rien. Quand on laisse notre vieux de tout dit tranquille se tailler de Leblibon qui nous écrit, je suppose que c'est par rapport à notre petite série à l'entame de l'émission. Bonsoir très cher René, pour la falaise de Tian, je dirais simplement qu'on n'y passe plus jusqu'à ce qu'on résolve ce problème. Même si tu as la voiture de K2000, tu ne passes pas. Achille Aimé depuis Yassa, Yatika.
Bonsoir Rosalie, le monsieur en rose a raison. On ne peut pas exiger la visite technique à un véhicule alors que la route est mauvaise. Même une voiture qui sort de Kami Toyota. C'est Koundé depuis Garoua. Bonsoir à vous. Pourquoi la présentatrice... Bonsoir le plateau, on livre la visite technique à la maison. C'est Bertrand de Nkwaban qui nous le dit. Bonsoir Rosa, le monsieur en boubou noir ne connaît pas le Camer. La visite technique aujourd'hui, tu donnes le gombo, ta voiture monte sur le pont, on filme, le reste c'est géré sur l'ordinateur. Depuis EDA. Mais pas que là. Bonsoir, il faut que... Est-ce que la présence de la voiture résout tous les problèmes? La preuve là. Mais moi, ils sont obligés d'y aller. Par contre, avant... Un coup de fil. N'ont pas besoin d'être là. D'accord. Bonsoir, il faut que nos chauffeurs soient conscients. La plupart des accidents sont liés à la consommation des stupéfiants et les jeunes qui sont pour la plupart responsables. Bertrand, depuis Oyumaban. Bonsoir à vous en studio. Très ravi de vous voir chaque soir en ce qui concerne le thème d'un éventuel cambriolage au palais présidentiel. C'est une histoire pour endormir les Camerounais. Je parie ma tête qu'il n'y a rien eu de ce côté. Un endroit ultra méga sécurisé. Emmanuel Ndom, depuis Douala. Bonsoir Rosalie à ton riche panel. S'agissant des morts de la falaise de Tiang à l'ouest, il est à faire remarquer que nos routes sont très mal matérialisées. Wow. Ajoutez à cela les nids d'éléphants et l'absence de cartonnage le long de nos routes, ce qui réduit visiblement la chaussée. Sans passer le sempiternel problème de l'état piteux des Gembardes qui fréquentent ces axes routiers accidentogènes. Le grand tort revient à l'État qui, au nom de la tolérance administrative, laisse chacun faire à sa guise. Et bienvenue les hécatombes récurrents enregistrés sur nos divers tronçons routiers. Le ministère des Transports, face à ce sombre tableau, doit résolument et permanemment être sur le terrain pour sanctionner les chauffeurs empotés et réaménager en temps nécessaire les axes accidentogènes. À l'instar de la falaise de Tiang. Bonne émission, c'est Ernest Zambo, journaliste événementiel depuis Etambafia, fidèle téléspectateur du Grand Soir sur Info TV. D'accord. Bonsoir Robert. Bonsoir Rosalie. Je ne sais pas pourquoi tu ne présentes plus le journal. Pourtant, j'aimais bien te voir en prime time le 21. Ben, c'était sous d'autres cieux. C'était sous d'autres cieux. Emmanuel est bas depuis le fou. Toi, tu viens me réveiller, tout ton message me ramène à un passé lointain. Bonsoir, la falaise de Tiang est très bien construite. Le problème, c'est l'état des véhicules et surtout l'inconscience des conducteurs. C'est Blaise et Tongtek depuis Tiang qui écrit. Ça aussi, c'est vrai. Ouais. Allez, la Guinée équatoriale. Bonsoir, beauté africaine. Vraiment, Rosalie, concernant le cambriolage à la présidence, moi, je dirais qu'il est interne. Même le plus grand bandit du Cameroun a peur d'y penser seulement vu la haute sécurité, car le palais du Cameroun est le plus sécurisé en Afrique. Concernant la falaise de Tiang, disons-nous la vérité, c'est l'incivisme des chauffeurs, car quelqu'un a chanté « La route ne tue pas », mais c'est nous qui tuons. C'est Marie depuis la Guinée équatoriale. Bonsoir. C'est Benoît de Douala. En 2024, sur le top 10 des producteurs de caoutchouc commun, le Cameroun est classé 10e mondial et 2e pays africain après la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a 3 ans, on était 5e après le Ghana. C'est vrai que le dernier classement de 2024, je ne l'ai pas. Ben, c'est vrai que j'ai eu une nouvelle que la Côte d'Ivoire avait même d'ailleurs régressé. Peut-être il n'a même pas le tout dernier parce que je pense que la Côte d'Ivoire est devenue 3e il y a quelques jours. Je vais essayer de retrouver ce Bonsoir. En fait, c'est le caoutchouc naturel. Il faut apporter la précision. Bonsoir la grande famille. Je suis François Xavier de Nkwaban. En effet, les chauffeurs au Cameroun sont des courageux. L'excès de chômage nous pousse à nous engager sur n'importe quoi. Ainsi, Yaoundé vieillit, combien de fois le reste du pays. Ça fait pitié pour le continent et même une honte. Je conduis beaucoup d'étrangers qui n'ont pas de courage de conduire au Cameroun.
Comme quoi, il faut les applaudir. Oui. Bonsoir Rosalie, moi j'ai fait une remarque générale. C'est que tous ceux qui représentent le RDPC ne défendent jamais les intérêts du peuple. Mais ils sont plutôt toujours en train de se justifier. Justifier tout le temps et ils ne regrettent jamais leur manquement. Finalement, sont-ils véritablement au pouvoir pour le peuple? Je dis non. Tout le temps, les accidents sur cette falaise, jamais l'État camerounais ne trouve des mesures pour sécuriser, les mesures sécuritaires sur cette falaise. Le Cameroun a finalement les problèmes de route sur tout le triangle national. Après tant de mandats successifs, c'est honteux. Félicia, depuis Garoua. Monsieur le maire, s'il vous plaît, soyez objectif. Je vous écoute depuis, vous jouez avec des mots là. Ah bon? Monsieur le RDPC, arrêtez de vous dédouaner des mauvais états de route au Cameroun. Faites premièrement votre travail. Construisez les routes au Camerounais au lieu d'accuser les chauffeurs. Vous avez corrompu tous les syndicalistes, monsieur le RDPC, comme vous avez corrompu tous les députés du RDPC. Dieu va vous juger, je vous le rappelle. Bonsoir Rosalie, monsieur le maire. Je pense que le premier facteur des accidents routiers au Cameroun, c'est les routes. Tenez, comment on peut comprendre au niveau de la sortie ou pénétrante de l'autoroute en Colbisson, on a préféré placer un rond-point au lieu d'un échangeur digne de ce nom. Jean-Baptiste Niom depuis Minka, pas Macaque. Ouais, là c'est le Burkina Faso. Madame, ce mariage de couleur du rose sur du bleu, des lunettes de papillon, sans oublier les boucles d'oreilles étoiles. Vous êtes vraiment une estrella, ce qui veut dire en espagnol une étoile. Ouais, des morts encore à la falaise de Tiang. Madame, c'est un peu de trop. Si c'est une défaillance technique, vraiment, que ceux qui sont en charge du transport des personnes et des biens mettent du sérieux en ce qui les concerne. Si c'est l'état de la route, que le service routier prenne ses responsabilités. Mes condoléances à tous les Camerounais et particulièrement aux familles endeuillées. Prompt rétablissement aux nombreux blessés. C'est Paul depuis Ouagadougou. Madame, s'agissant de la production des lévriers en Afrique, la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent plus que le Cameroun. Ça, moi, je le sais déjà. On demandait le rang. En Afrique centrale, la RDC Congo passe avant le Cameroun. C'est pour édifier le militant du PCN sur la question. Paul depuis Ouagadougou. Bonsoir la Rosa. À mon avis, le premier souci, c'est la route. Si on élague les agences de voyage, comme le propose monsieur le maire, qui peut accepter mettre son cas neuf entre Yaoundé et Zeka par exemple. Vous pouvez avoir une voiture neuve et en cours de route, vous cassez vos tuyaux de frein. Restons seulement assez prudents. C'est Jean-Paul depuis Yaoundé. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on doit accepter faire la visite technique sur des routes que même un pick-up 4x4 ne peut pas circuler. Voilà que monsieur le maire, pour un aller-retour Yaoundé-Zeka Yaoundé qui a un véhicule acceptable, va directement au garage. Oui, les péages automatiques sur des pistes pour l'entretien de celles-ci, où en sommes-nous depuis des décennies. Bonsoir la Rose Nationale, heureux de te voir encore radieuse ce soir. Je suis d'accord pour la visite technique. Cependant, est-ce que Simon et monsieur le maire peuvent acheter un véhicule neuf pour faire le transport des personnes sur l'axe Macaque? Non, je suis pas transporteur. Eugène Kwam depuis Bafoussam. Avant tout débat, reconnaissons que le Cameroun a les routes les plus étroites de la sous-région Afrique centrale. La norme en Afrique centrale est de 9 mètres de large et 1,5 mètres par côté. Bon, nous on reconnaît, hein. Nous on accepte toujours, nous on n'a pas de problème. On part aux États-Unis. Bonsoir, maman Rosalie, très bel habillement entre vous et monsieur Nga. Je ne maîtrise pas la tribu, but a beautiful outfit nonetheless. Voilà. Falaise de Tiang. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. C'est Blondel depuis les États-Unis d'Amérique. Parce qu'il a mis les sons de la musique et puis il a mis la phrase, je la maîtrise. Bonsoir Madame Rosalie, pourquoi tu présentes plus tu ne présentes plus l'émission? Ah non, c'est pas que je la présente plus, c'est une longue histoire. Elle revient très bientôt avec une mitraillette d'organisation, mais il fallait ce ralentissement. C'était important pour plusieurs raisons. C'est Idriss depuis Kouaban qui recherche les émissions d'Avoue la parole. Il demande pourquoi je ne les fais plus. Il n'est pas le premier. Ils sont au moins 7 à avoir écrit cela ce soir. Je crois que je dois m'acquitter de cette responsabilité-là très vite. Sinon, c'est le téléspectateur qui va bientôt m'assommer. Hein. Et comme ils sont forts là. Bonsoir. Ou qui viendra présenter à votre place. Peut-être. Pourquoi pas? Tout est possible. Il va chercher une émission semblable ailleurs. Et ça, il faut éviter.
Bonsoir, il y avait quoi avant? Pour dire vrai, le Cameroun a les meilleurs chauffeurs en Afrique. Les routes sont pas bonnes, c'est tout. Et trop petit. Le RDPC n'aime pas ce pays. Et boulé depuis Souza. On prend une transition et puis on revient. Prudence, prudence, prudence. C'est ce qu'on va retenir ce soir. Et également un regard tourné vers l'autorité compétente pour voir encore ce qu'il faut réajuster au niveau de cette falaise. En attendant, prudence, prudence. Vous savez déjà, vous êtes au courant que cette falaise est accidentogène. Contrôlez vos véhicules parce que rien ne vaut la vie. Une fois que vous êtes mort, on pourra en parler comme on est en train de le faire. Ça ne va pas vous ramener avant que d'attendre que le gouvernement fasse son job, peut-être qu'il est mal fait. Pensez à vous préserver les uns les autres, s'il vous plaît. Et si vous êtes dans un véhicule, le chauffeur il roule mal, n'hésitez pas à l'interpeller, parce que c'est aussi votre droit en tant que passager, pour éviter d'aller vous retrouver dans un ravin plus tard. Vous serez même plus là pour l'arrêter et lui dire, je t'ai dit de ralentir. Donc, il faut faire quelque chose déjà à notre niveau. C'est tout ce qu'on va retenir autour de ce sujet. Beaucoup de courage à ceux qui ont perdu un membre de leur famille dans cet accident. Beaucoup de courage à ceux qui sont blessés. On vous souhaite un prompt rétablissement, mais on reste dans les problèmes qui nous dérangent. Puisqu'on parle de trafic illicite de drogue, on va prendre le cas du Cameroun, puisqu'on est au Cameroun. Mais c'est une journée mondiale. Tous les 26 juin, chaque année, il s'agit de lutter contre le trafic illicite de drogue. On a quand même constaté, monsieur le maire, que la drogue circule au Cameroun à une vitesse exponentielle. Ça effraie. Il y a quelque temps, on n'en parlait pas avec beaucoup d'aisance. On n'en trouvait pas partout. Aujourd'hui, nos écoles sont infectées, alors que c'est des zones où il fallait un peu préserver. Nos hôpitaux même sont infectés, parce qu'on en achète dans les hôpitaux. Et je ne parle pas des métiers de la nuit, parce que c'est un tout petit peu lié de ce côté-là, puisque c'est dans la nuit qu'on en trouvait. Mais aujourd'hui, c'est partout. Il y a quelque temps, on a interdit la chicha, et puis rien n'a été fait. On en fume toujours avec autant d'énergie, au vu au sud de tout le monde. Est-ce qu'on a véritablement une stratégie ici, au Cameroun, pour lutter contre ce trafic qui ne fait pas du bien, surtout à notre jeunesse? Vous avez fini par là où je vais commencer. Maintenant, avant de faire une remarque, est-ce qu'il y a un trafic normal de drogue? Parce que tous les trafics de drogue sont illicites. Non, absolument. Il y a des trafics légaux. Par exemple, c'est une drogue médicinale. Il y a des drogues qui sont prescrites dans les hôpitaux. Je tiens à noter. Il y en a même qui sont vendues en pharmacie, mais c'est pour certaines pathologies. Et là, le trafic... là, c'est légal. Non, c'est le trafic qui correspond donc à la circulation. Oui. Voilà. Parce que dans le trafic, il y a quelque chose. Oui, je comprends ce que vous faites. Moi, je suis d'accord avec votre trafic, là, qui est le trafic, qui est la circulation. Oui, oui. Bon, mais je dis... Maintenant, notre trafic, là. On va jouer avec le mot trafic. On va jouer avec le mot trafic, voilà. Allons-y. Moi, je veux dire que chaque pays doit organiser la vie. Les drogues nocives sont connues. Il faut tout faire pour que ça n'entre même pas. Mais le problème, c'est qu'on parle des drogues sans parler des drogues que nous consommons volontairement. Les drogues difficiles à avoir, telles que la cocaïne, est une histoire de l'enfant de riche. Vous n'allez pas trouver ça au marché comme le banga, les machins. Donc, il faut une stratégie nationale de combat, absolument. Malheureusement, ce n'est pas en ça que le Cameroun a choisi le genre de drogue qu'on ne combat pas. Madame Gessele, si vous faites, je parle des statistiques, j'ai une petite étude d'observation. Entre le whisky en sachet dans nos villages et les drogues dures que nous n'avons pas les moyens d'acheter, qu'est-ce qui tue véritablement? C'est ça le problème. Mais le whisky en sachet, c'est une drogue, non? C'est pire. Mais alors, on importe ça, on fabrique le Cameroun, il n'y a pas de problème. Donc le Cameroun a choisi de momifier sa jeunesse, malheureusement. Je peux vous rassurer que dans nos villages, et moi je suis d'un village où les gens consomment toute forme de drogue. En commençant par les sachets, sous le sachet prétexte de la pauvreté, ça coûte 100 francs. Dans ce pays, vous ne pouvez pas laisser la fabrication et combattre la consommation. On revient encore à l'application des législations et à l'élaboration de bonnes législations pour le peuple. Vous ne pouvez pas avoir, parce que malheureusement, 75% de notre peuple est jeune.
cette population jeune, c'est un atout. Si vous détruisez l'atout, vous êtes détruit complètement. C'est pour ça que je suis surpris que presque rien ne soit. Lorsqu'on trouve la cocaïne ailleurs, c'est marginal. Parce qu'en fait, les jeunes ne consomment pas la cocaïne, n'ont pas l'argent de la cocaïne. Les jeunes consomment quoi? Ils consomment... bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils consomment la colle. La colle. Ils consomment... J'ai été surprise la première fois. Le chanvre. Le chanvre, voilà. Ouais. Ils consomment plus de chanvre et de boissons toxiques. C'est ça qu'il faut combattre. Mais on combat le chanvre parce que vous n'allez jamais voir une cargaison de whisky en sachet interpellée et être détruite. Non, bien au contraire. On les vend partout. C'est ça qu'il faut combattre. Le chanvre, on le combat avec les moyens dont nous disposons. Mais on a laissé une drogue qui tue plus que le chanvre. Et ça, j'en parle avec beaucoup d'emphase. Moi, j'ai travaillé à un moment donné, j'avais des activités dans le Bamiki. À l'époque, on traversait la Sanaga de ce côté par le bac. Et il arrivait que le moteur on traverse avec un bac mécanique. Tous les gars du bac avaient les sachets ici, à la bouche. Ils appellent sucette. Tous les gars des motos ont les sachets, on appelle sucette. Et on contrôle les papiers des motos sans faire attention à la sucette qu'on a à la bouche. Donc on a choisi de détruire la jeunesse. Il faut absolument... Il y a entre les impôts qui nous proviennent de ce commerce dangereux, commerce de la mort, et la vie de nos concitoyens, il faut faire un choix. La gendarmerie, la police combat vraiment le chanvre. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu les gendarmes patrouiller, arrêter les joueurs de Djambo qui filment le chanvre, tout et tout, c'est bien. Peut-être c'est insuffisant compte tenu des effectifs, mais ce qu'on ne combat pas est très grave. Et c'est ça qui m'intéresse. On a laissé nos jeux. C'est la politique des prix. Madame Gessele, si la quantité de whisky qu'il y a dans un sachet, lorsque vous avez 2 ou 3, vous avez au moins 33 centilitres, à peu près. Non, un peu moins. Je veux dire... 5 millilitres. 5 à 10 millilitres. Lorsque vous allez dans un snack boire un double scotch, vous en avez pour 4 000 francs. 2 000 francs au moins. Mais comment on laisse les autres boire la même quantité plus toxique à 100 francs? Pour la simple raison que qui boit le double scotch au snack? Du whisky contrôlé avec des normes normales. Qui boit ça? C'est les hommes d'une certaine classe. Les autres qui sont les plus nombreux, on les laisse mourir, ils boivent le whisky de 100 francs. Et on me dit que si on interdit ça, il n'y aura pas suffisamment d'impôts. Ça participe de la fiscalité, je leur dis non. Une fiscalité, c'est de l'argent que vous gagnez sur le dos des morts. Et pire que le femme là. Il faut arrêter ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, il y a zéro stratégie de lutte contre les véritables drogues qui nous tuent. Il y a des drogues, hein, c'est vrai. Mais celles qui nous tuent, aucune stratégie. Bien, on a fait de la promotion. Ouais. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Stéphane Zali, comment on indique ce phénomène, comme il le dit monsieur le maire, qui fait du mal à notre jeunesse? J'insiste dessus, c'est vrai que même les vieux consomment, mais on suppose que le vieux, pour certains, a déjà même vécu, il a travaillé, aujourd'hui il est assis, bon, il veut peut-être s'évader, même si c'est pas bien non plus pour sa santé, mais le jeune a encore tout son travail devant lui, tout son avenir. Ces jeunes ne peuvent même plus faire les enfants. Et nous on souffre. Ils ne bandent pas pour faire les affaires avec les femmes. Nous on souffre. Vous souffrez effectivement, ils ne se marient pas, c'est la catastrophe. Voilà, on a des bandades. Rosalie, on va dire une fois de plus, on veut mettre le gouvernement, tout c'est le gouvernement, tout c'est le gouvernement, tout. C'est ce qu'on dira, mais c'est parce que c'est la réalité. C'est triste, après 42 ans, c'est... Non, c'est 60, hein. 42, c'est pas la bonne borne. Non, c'est vrai, c'est depuis 60 ans, oui, 64 ans d'ailleurs désormais, oui, un peu plus, 66 ans. C'est l'héritage que le RDPC est en train de nous laisser, de nous léguer. C'est ce que le RDPC nous laisse et nous lègue. Vraiment, vous partez déjà. Je vais vous prendre un exemple. En septembre 2020, lors des marches pacifiques, j'avais été arrêté. Marche du chassement. J'avais été des marches pacifiques, vraiment, j'avais été arrêté, incarcéré à la prison centrale. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à ceux qui sont encore, dire bonjour à tous mes camarades qui sont encore injustement pris en otage par le régime.
j'ai été incarcéré à la prison centrale. Voilà un lieu fermé. Je vous dis fermé. Ça veut dire que le contrôle est total. Il n'y a pas de raison de dire qu'on ne contrôle rien. En principe. Le contrôle devrait être total. Oui, il devrait être total. Les drogues sont interdites en prison. Allons à la cigarette même. La cigarette même est interdite. Mais je vais vous garantir qu'il n'y a pas un endroit où la drogue circule. Comme en Comme prison. en prison. Ça circule, pourtant c'est un lieu fermé. Ceux qui y sont n'ont pas accès à l'extérieur. Non, vous en avez accès. Bon, je dis ceux qui, quand nous y sommes là, on ne peut pas C'est comme le sortir. palais, 80% des exemples du palais viennent de l'extérieur. Non, c'est pas Les exemples là, c'est pas de l'extérieur. Non, il parle des prisonniers, c'est pas Le chef volontairement. On ne peut pas sortir. Mais je vous assure, il n'y a pas un endroit où Les choses interdites sont présentes. lui il circule comme. Vous pensez que ça vient d'où, ça sort d'où et tout. Vraiment, on ne veut pas. Le gouvernement, c'est ce qu'ils ont décidé de nous léguer. C'est la richesse, c'est l'héritage qu'ils ont décidé, que le NDPC a décidé de nous donner. dans mourant. Vraiment, C'est ça? tout ce qu'il y a à faire, vraiment, une seule solution. Vous avez demandé. Ma solution à moi passe par l'inscription massive sur les listes électorales. Ça ne règle pas ce problème. 2000 pour 2025. En 2025, la balle sera mise au centre. Donc, une fois qu'on les chasse du pouvoir... Les gens vont abandonner les sachets. Non, au moins la gouvernance aura changé. La gouvernance aura changé. Je pense que des solutions adéquates, Elle a changé avec suivi efficaces Cameroun. et efficientes seront apportées. Monsieur Seront Nzali, apportées. elle a changé avec suivi Cameroun. D'ici là, Avec Elle a changé avec suivi Cameroun. qu'est-ce suivi Cameroun a quel problème? Suivi Cameroun a quel problème? Si vous voulez, je suis prêt. Suivi Cameroun a quel problème? Allez-y, donc. Parce que suivi Cameroun, Les 235 millions de bugs informatiques, vous c'est à bugger, c'est tout. vous avez retrouvé ça? mais qu'est-ce que vous voulez dire là? Non, je sais pas. Mais qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez retrouvé ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez qu'on parle? Oui, allons-y. Hein? Expliquez-nous. On parle d'abord des dons Covid. Ah, commençons par là, il n'y a pas de Hein? problème. Vous voulez voir ce que Le peuple, le pauvre peuple vous a donné 600 millions de francs CFA. Vous, après 3 audits des Allemands, Américains, Juifs, c'est pas trop. Nous sommes dans la Vous vous retrouvez avec Cameroun, là. 235 millions et vous dites que vous pouvez gérer le pays. Vous ne gérez pas 635 millions, vous pouvez gérer le pays. Waouh! Parlons de la drogue. C'est ça qui est important. Parlons de ça. Monsieur Simon, Parlons Monsieur de Simon, ça. Suivi Cameroun a été un succès. Ah oui, avec Je dis 200 un succès. avec un vol. On a vu, on a tous vu, Avec un vol on a légendaire. tous vu, Avec un vol légendaire, 235 millions. Et vous partiez aujourd'hui. Vous appelez quoi? L'alcool, en entrant dans certaines entreprises. C'était état que vous étiez en train d'embouteiller l'alcool, qu'on appelait les Les jeunes. jeunes suivis. Juste aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Il y a des entreprises où Quelle entreprise qui a fabriqué en marchant parfois dans la rue, tu vois, Moi, j'en ai citoyen avec le cache-nez suivi. Mais la loi du Cameroun dit que vous faites un appel d'offres. On va revenir pour chuter à votre avis. Parce que En 2025, c'est ça votre proposition. Simon, qu'est-ce qu'on fait pour endiguer la consommation excessive, le trafic illicite de drogue au Cameroun? Comme Très ça, bien. quand on aura envie de parler de tous les vols du pays, va. je vais vous faire revenir ici. Chacun va défendre ses vols. Pour l'instant, nous, on parle de drogue, Très bien. Très bien. de drogue illicite. Je voudrais reprendre certains propos de Monsieur le maire. Monsieur le maire, pour féliciter la gendarmerie nationale pour le travail qu'il fait En matière là-bas. de chanvre. En matière de lutte contre les drogues dures, notamment le chanvre et un certain nombre de drogues dures. Parce qu'il faut dire une chose ici, c'est quoi? C'est que Dans les noms il ne faut pas qu'on compliqués, confonde les drogues douces qui sont acceptées à des doses Donc, on n'est pas en train de parler de drogues douces homéopathiques acceptées pour ce soir. Non, l'alcool est une drogue douce. La cigarette est une drogue douce, mais qui sont acceptées
à des doses Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont partis justement de autrefois était le tabac et l'alcool, pour dire que tout est parti de là pour qu'on en arrive à cette journée aujourd'hui. Donc, ils ont tenu compte que la drogue, le tabac et l'alcool font partie des problèmes. Voilà, mais ils sont justement des problèmes à des proportions qui ne sont plus respectées. Parce que quand vous êtes en état d'ivresse, vous êtes dans un délit. Et vous êtes passible d'une peine de prison. Maintenant, pour le cas des cigarettes, on a demandé à ce que on continue. Là même, maintenant sur les étiquettes de cigarettes, on met des images assez horribles, mais les gens continuent à fumer. Ce qu'il faut dire ici, et là où je ne suis pas d'accord avec monsieur le maire, c'est que il dit qu'il y a des gens qui sont dans des endroits feutrés qui boivent du scotch. Du scotch, et évidemment, c'est bien, ainsi de suite. Mais quand on trouve que on peut prendre un whisky qui n'est pas de mauvaise qualité à moindre coût, là c'est très grave et il faut empêcher à ceux-là qui sont peut-être une bourse modeste. Là c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Ah bon, quand vous dites les stations de très bonne qualité, c'est ça? Attention, parce que j'ai compris ici que les produits en sachet sont de mauvaise. Ce n'est pas ça qui sont de mauvaise qualité. Non, ce n'est pas, justement, ce n'est pas ça. Je veux que tu me demandes. Dis seulement que c'est de bonne qualité. Non. C'est de bonne qualité. Non, je ne vais pas vous le dire parce que je sais ce que c'est. C'est donc comment? Quelle est la qualité de ces... Le problème au Cameroun, et qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'il y a des whiskies de mauvaise qualité qui circulent même dans les endroits feutrés. Non. Et attendez, qui sont de mauvaise qualité, et justement, je crois que ce problème... Le whisky contrefait. Non, ce n'est pas contrefait, des whisky frélatés. Frélatés, voilà. Utilisés avec un alcool non autorisé, notamment le méthanol. Maintenant, vous pouvez avoir du whisky en sachet de bonne qualité, fabriqué par des entreprises bien connues au Cameroun et qui sont fabriqués dans les normes conventionnelles. Maintenant, l'État a du jeu nécessaire de voir comment sortir de ce type de truc. Mais on ne peut pas... Pourquoi il sort? Parce que c'est bon. Écoutez, non, parce que justement, ce n'est pas parce que c'est mauvais, mais parce que justement, c'est-à-dire qu'il y a une couche qui ne doit pas consommer, qui est probablement, qui est exposée à cela. Je comprends, mais on ne peut pas nier ici que c'est pas parce que le whisky coûte 100 francs ou 200 francs qu'il est de mauvaise qualité, c'est parce que la composition, oui, c'est ça dont il est question. Et donc, il ne faut pas mélanger. Nous parlons des drogues illicites. Et les drogues illicites, il ne me semble pas que l'alcool est une drogue illicite. L'alcool au Cameroun n'est pas une drogue illicite. Si on veut le laisser croire ici, moi je ne peux pas être d'accord avec ça. Ce dont nous disons ici aujourd'hui, et nous pensons que les drogues comme le chanvre et autres circulent aujourd'hui dans plusieurs notamment des établissements scolaires. Il faut dire une chose, moi je tire un coup de chapeau à la proviseure du lycée bilingue de Touguébé. C'est un endroit où c'est un lycée qui a connu pas mal de problèmes. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a frappé parce que j'ai posé la question un jour. On m'a dit pourquoi tous les enfants aujourd'hui ont les chaussures noires et ont des têtes tout rasées, même les filles ou les garçons. On dit que oui, à un certain moment, c'est que certains élèves, à travers les chaussures et autres, en faisaient des codes. Donc, à la chaussure noire, on ne fait pas le code? Non, là, non. C'est-à-dire qu'on changeait, je voudrais dire qu'on changeait, c'est-à-dire qu'en fonction des types du moins la couleur des chaussures, aujourd'hui, on pouvait déterminer. C'est un travail qui a été fait en amont et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un circuit bien huilé. Elle a réussi à mettre ce circuit de côté et cela a conduit à ce qu'on voit aujourd'hui. Je sens que beaucoup d'autres établissements le font, mais il faut noter ici aujourd'hui que l'État doit davantage mettre un accent. Moi, je suis particulièrement de ceux qui pensent qu'aujourd'hui même, on doit avoir des postes de police dans chaque établissement les plus grands parce que les policiers aujourd'hui ont plus d'expertise à pouvoir gérer ce type de travail. Mais nous pensons que la sécurité aujourd'hui fait de son mieux pour que cette menace soit tout au moins endiguée. Oui, non. D'accord. Géranga, des policiers dans tous nos établissements pour dissuader ceux qui en consomment. Elle a rejoint peut-être ceux qui font depuis... moi, le système anglophone, ils sont toujours en chaussures noires. Donc, depuis que mes enfants fréquentent, c'est chaussures noires. Donc, noir.
Et ils trouvent que ça fait équilibre. Du coup, il n'y a pas un enfant qui aura une couleur pour épater les autres et les enfants sont concentrés. Le principe d'uniforme, c'est pour mettre les enfants au même niveau. Moi, j'ai connu ça au lycée de mais les chaussures n'étaient pas là. Non, beaucoup d'établissements équilibrent les chaussures jusqu'aux coiffures. Je peux me dire qu'ils sont submergés. On ne doit plus les appeler? Non, j'ai dit qu'ils sont submergés par le travail, par ce trafic. Oui, ce trafic. Et eux-mêmes ne sont pas exclus parce qu'il faut véritablement dire qu'entre eux-mêmes, ils consomment également. Il ne faut pas seulement dire que c'est les élèves. C'est des brebis galeuses. Oui, mais il faut dire qu'on consomme dedans. Il ne faut pas dire. Les galeuses sont des brebis. Hein? C'est tout. Même si elles sont galeuses. Oui, mais il faut dire ceci. C'est-à-dire, la drogue est devenue une source d'enrichissement également où les uns et les autres ont beaucoup de bénéfices. Et donc, c'est pour ça que cette activité prospère. Évidemment, ça a tendance à prendre l'ampleur au fur et à mesure que la population, la jeunesse également, la population augmente. C'est pour ça que vous voyez cette prolifération dans notre pays. Il faut donc dire qu'aujourd'hui, c'est la cible ici, c'est la jeunesse. La jeunesse est la cible principale. Parce que vous n'avez qu'à vous balader là. D'ailleurs, il y a des... Non, le constat, on l'a tous fait. Il y a des noms, qui le cœur, le ceci, le ceci. C'est-à-dire que tout est codifié. Et d'ailleurs, même, il y a même des musiques qui font la promotion de manière subtile, qu'on vous montre comment est-ce que... Même c'est clairement... Oui, clairement qu'on fait la... Mais il y a la promotion même de ces choses-là, au vu au-dessus de tout le monde. Au vu au-dessus de tout le monde. Donc aujourd'hui, on a tendance à croire que la drogue est devenue quelque chose d'assez normal. Or, ça décime toute la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit, aujourd'hui, même pour faire des enfants, il faut prendre la drogue. On dit les zizifoles, les ceci. Non, mais c'est là. Non, c'est pas pour faire les enfants. Non, je dis, non, c'est les drogues. C'est stimulant. Hein? C'est pour tout ça à la fin. Il dit que c'est pas pour faire les enfants, c'est pour prendre son plaisir. Bon, peut-être lui, il a l'habitude également. Non, il va dire que personne ne peut faire les enfants. Je suis d'accord avec lui, mais c'est une drogue quand même. Oui, on est d'accord là-dessus, c'est une drogue. C'est pour vous dire également ça note également la porosité de nos frontières. Parce que les frontières sont tellement poreuses que cette activité prospère. Et puisqu'elle prospère parce que ça donne beaucoup d'argent, et donc il y a donc de forts moyens même de corrompre même la douane. C'est-à-dire, et vous voyez les quantités, parce que lorsque vous voyez les quantités, ça laisse croire que ce n'est pas monsieur le maire qui peut aller acquérir ces quantités. C'est des gens qui ont véritablement des moyens, qui injectent des centaines de millions et qui sont dans leur rôle d'avoir le retour à l'investissement et donc le bénéfice. Est-ce qu'on peut indiquer? Bien entendu. On fait comment? Bien entendu. D'ailleurs, il faut déjà commencer par fermer, ça c'est mon point de vue, fermer tout ce qui est tabagisme. Monsieur le RDPC a voulu justifier la prise de cigarettes. De mon point de vue, commencer à fermer complètement les usines de cigarettes. Tout ce qui est susceptible, parce que la cigarette, ça ne vous apporte rien complètement. Les gens ne vont pas mourir pour ça. C'est-à-dire la cigarette. Non, le PCR. Oui, complètement. Parce que la cigarette ne vous apporte rien, monsieur. On ne va jamais vous prescrire de prendre la cigarette nulle part. Fermez le bracelet. Il vous reste 2 minutes. Non, on peut, mais à défaut de fermer, il faut augmenter donc le prix de la cigarette. C'est-à-dire, lorsqu'un bâton de cigarette va coûter 500 francs, on va donc commencer donc à endiguer. En prison, c'est même 1000 francs, mais les gens achètent. Non, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va diminuer. Donc, comme on ne peut pas endiguer, mais vous allez donner une proposition pour à défaut de fermer complètement, il faut revoir la tarification. Là, ça va également essayer de décourager. Pourquoi normal la bière, vous avez arrêté de boire? La bière quand même, c'est... Non, je dis, on parle de bière, parce que la drogue a quelque chose de spécifique.
ça détruit et ça agit au niveau des nerfs. C'est pour ça que vous voyez, Comme la bière. non, pas tout à fait. Ok. Pas tout à fait. Ça n'a pas les mêmes effets que la drogue. Parce que la drogue, véritablement, par rapport, même le tabac, c'est au niveau des... Mais la drogue, ça affecte beaucoup plus les nerfs. Et facilement, En fait, ça a un effet immédiat. immédiat. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des jeunes, rencontrer des jeunes qui bavent, en fait, qui Il vous reste 1 minute pour me dire ce qu'on fait. À partir de là, j'ai dit, la première préoccupation, c'est de fermer toutes les usines susceptibles de produire. Vous savez qu'on a bien dit trafic illicite. Ça veut dire que les drogues là. Non, mais moi j'inclus les cigarettes et les fights dans ce registre. Alors vous rejoignez monsieur le maire. Il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières. Et donc, les effectifs au niveau de la douane également, se doter des instruments sophistiqués pour pouvoir démasquer ces produits-là. Parce qu'il y a des produits pour détecter. Également, le phénomène de corruption, c'est également, il joue également pour beaucoup. Parce qu'on peut vous montrer qu'on a saisi une cargaison de ceci par derrière. Il faut lutter contre la corruption. Par derrière également, on met ça en circulation. Donc, la corruption également pour beaucoup de choses. D'accord. Wow, cette beauté dans un vestimentaire d'un ciel bleu à l'image du soleil couchant que j'aime médiatiquement regarder au bord de la mer. Metienge, servant églésien de la mission étatique du Grand R, sans oublier monsieur le maire qui cherchait la position du voisin du R. Où sont les autres panélistrons sont arrivés pour mieux m'éclairer d'un vrai faux ou faux vrai cambriolage, à me questionner si le verre ne serait pas dans le fruit. Rosalie, tu poses un problème de formation, conditions de travail, corruption, laxisme, comme pour dire, les responsabilités sont partagées. Un chantron hier disait la route ne tue pas. Malheureusement, il a oublié que nous avons des pistes avec des nids d'hippopotames inadaptés à nos véhicules et manquant d'une bonne maintenance. Quand nous avons des gouvernants qui délivrent agrément de transport et visites techniques douteuses dans des dessous de table, bienvenue la mort par téléchargement sur la falaise. Les employeurs esclavagistes à torturer les chauffeurs dans des salaires au rabais et des allers et retours à l'appel. Ouais, ont-ils suivi une bonne formation à l'auto-école? Une autre question. Autre arrêt, ce business illicite est au-dessus de la vie humaine. Malheureusement, quand on a banalisé la vie humaine au détriment des intérêts financiers et matériels, a abruti la population pour ne pas être cette foule qui sait faire foule. Je ne serais pas surpris qu'en ce moment, bon nombre de jeunes sont plongés dans un génocide physique et intellectuel pour mieux pérenniser cette démocratie de 42 ans de royaume. C'est Masok Thomas. J'ai lu l'entièreté de votre message depuis le début de la soirée. Bonsoir Madame Rosalie, belle thématique sur la drogue. Au moins 10% de la jeunesse camerounaise rentre en possession des drogues dures, entre autres cailloux, on dit quoi, taille, d'accord. Bien qu'elles soient très coûteuses, c'est pourquoi vous remarquez les agressions physiques, des motos qui arrachent les sacs, téléphones qui font dans les blocs inter, certains enfants qui braquent leurs parents vont jusqu'à leur ôter la vie pour leur prendre de l'argent pour se procurer ces drogues. L'exemple du whisky en sachet contribue aussi, mais très peu. C'est non Lionel depuis Douala. Oh là là, je ne pourrais pas malheureusement lire vos messages. Bonsoir Marosa, le débat de la drogue est similaire à la vente du piment à Minifem. Vu que personne ne donne sa position quand il passe se servir, on constate seulement quand tu es aux anges. Je vais m'arrêter, je n'ai pas le choix, vous êtes très nombreux. Votre Simon Metiengela doit avoir honte. Il est parmi les gens qui ne veulent pas du bien de ce pays. Très belle émission. Vraiment que les uns et les autres soient sérieux. Comment on accuse le RDPC si nos enfants et nos petits frères se livrent à des consommations diverses? Donc c'est le RDPC qui doit venir éduquer les gens dans vos maisons. Vous ratez l'éducation de vos enfants et vous accusez le RDPC. Soyons raisonnables. Vous allez finir par culpabiliser le RDPC quand vos femmes vont vous tromper chez vous. André depuis éleveur. Merci Simon, merci à monsieur le maire, merci à Stéphane Nzali et merci bien entendu à Gérard Nga. Ismaël était encore derrière les caméras.
Anissé Nomo a mixé cette émission. Bien sûr, un clin d'œil à Benvas et à Jean-Martin Kenfak. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Ilouguer pour le journal en langue anglaise. À 21h, ce sera Fish Sport. Et bien entendu, à 20h, c'est le journal en langue de Molière. Une présentation. Au revoir.